Midi News avec à la une cette image, bien sûr, celle de l'évacuation du lycée Gambetta à Arras, évacué à cause d'une alerte à la bombe depuis ce milieu de la matinée, tout un symbole, alors que l'on savait que les professeurs, les élèves devaient se réunir pour un moment de dialogue et d'écoute. Je vous rappelle évidemment que c'est une journée d'hommage en mémoire à deux hussards de la République, Dominique Bernard, Samuel Paty, et une minute de silence qui va être particulièrement surveillée dans toutes les écoles de France, lycées et collèges. Gabriel Attal affiche sa fermeté, mais il y a 3 ans, les incidents se sont multipliés, on va en parler. Et puis cette question, pourquoi cette impuissance face à l'expulsion des étrangers dangereux? A-t-on failli nos lois? Les associations de défense des migrants entravent-elles et empêchent-elles d'être lucides sur notre sol? Sur la ligne de front près de Gaza, nos reporters nous racontent les préparatifs de l'offensive terrestre et de plus en plus de pays appellent Israël à la mesure, à la retenue, au respect du droit international. Enfin, Karim Benzema adresse ses prières aux civils palestiniens, aux Gazaouis. Il en a bien sûr le droit, il a raison, mais il ne dit pas un mot, pas un seul, rien sur les civils israéliens massacrés. Voilà pour le programme. Nous resterons évidemment tout au long de cette édition sur ce qui se passe, en particulier au lycée Gambetta avec vous. Bonjour Mickaël pour le journal. Sonia, bonjour à tous. Israël et le Hamas démentent un cessez-le-feu alors que l'armée israélienne se prépare toujours à entrer dans Gaza. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes actuellement à Netivot avec Charles Baget. Comment vivent les habitants proches de la bande de Gaza à quelques heures du début de cette grande opération ? Bien écoutez, après une nuit d'accalmie, le Hamas a repris les tirs de roquettes en destination du territoire israélien. Et selon nos informations, la totalité de ces roquettes ont été interceptées par le dôme de fer. Mais ces alertes, ces tirs de roquettes ont des répercussions sur les habitants qui vivent dans ces zones proches de la bande de Gaza. Car les alertes, les sirènes de la ville se mettent à résonner. Les alarmes aussi sur les téléphones portables retentissent. Et là, eh bien, tous ces habitants doivent se mettre à l'abri. Quand ils sont dans les appartements, ils doivent se mettre dans les refuges qui se trouvent au centre des résidences, et dans la rue, eh bien, ils doivent se mettre à l'abri dans des shelters comme celui qui se trouve ici. Ils y rentrent rapidement, très rapidement, pour se mettre à l'abri. Ils y restent à peu près 10 minutes. Au bout de 10 minutes, à la fin de l'alarme, ils peuvent ressortir et reprendre une vie normale. Mais il faut savoir qu'il y a une décision qui est tombée ce matin. Tous les habitants, toutes les villes qui se trouvent à moins de 2 km de la bande de Gaza, eh bien, ces habitants doivent, eux, tous évacuer. C'est une décision nationale qui est tombée ce matin. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier et merci à Charles Baget qui vous accompagne en direct de Netivot. Nouveau bilan concernant les otages israéliens détenus par le Hamas. Israël affirme que 199 de leurs citoyens ont été capturés. Les efforts concernant les otages sont une priorité nationale, a déclaré un porte-parole militaire lors d'un point presse, ajoutant que l'armée et Israël travaillent jour et nuit pour les faire libérer. Et voilà Sonia pour les dernières informations concernant la situation en Israël. Et la dernière information, c'est donc cette image et ce qui se passe depuis le milieu de la matinée dans le lycée Gambetta à Arras. Nous allons y retrouver notre journaliste Clotilde Paillet. C'est une journée très particulière, d'hommage, avec normalement ce moment, cette matinée qui devait être consacrée, Clotilde, à un moment de conversation, d'écoute, de dialogue entre professeurs et enseignants. Et puis, il y a eu cette alerte à la bombe, cette évacuation, ces opérations de déminage. Racontez-nous l'ambiance, on imagine, toute singulière dans ce lycée. Tout à fait, une matinée qui a été interrompue donc, par cette alerte à la bombe dans l'enceinte de la cité scolaire Carno Gambetta. Rapidement, les pompiers et la protection civile sont arrivés sur place, en plus des policiers et des militaires qui étaient déjà présents. Ils ont fait évacuer toutes les personnes, d'une part les professeurs qui s'étaient rassemblés ce matin pour un temps de partage, mais aussi des élèves qui résident dans l'internat de la cité. Tout le monde a été déplacé en sécurité sur le parking, mais actuellement ils sont en train de leur demander de regagner la cité scolaire. Je pense que le problème a été résolu, tant mieux. Xavier Bertrand s'est également rendu sur place. Nous l'avons vu discuter avec des forces de l'ordre, sûrement pour faire un point sur la situation. Nous attendons toujours la minute de silence qui aura lieu à 14h cet après-midi.
Merci à vous, Clotilde. Je vous présente nos invités autour de cette table. Les grands reporters au Figaro, Eugénie Bastier, bonjour à vous. Bonjour. Auteur du livre La dictature des ressentis aux éditions Plomb. Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bonjour et bienvenue. Directeur de la rédaction de L'Incorrect. Sophie Audugé est également présente pour Midi News. Bonjour à vous, Sophie. Déléguée générale SOS et Éducation. Nous sommes également avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour, spécialiste des questions internationales. Directeur de la rédaction d'Omerta. Vous êtes également grand reporter, vous connaissez très bien les régions dont nous allons parler, notamment Israël et tout autour. Et puis, on accueille Omar Youssef Soleiman. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes poète, vous êtes écrivain français d'origine syrienne. Vous avez notamment écrit Être français aux éditions Flammarion et vous avez signé, Omar Youssef Soleiman, une tribune très remarquée dans le magazine Le Point intitulée Comment il m'a été inculqué un antisémitisme viscéral. En tout cas, vous expliquez cet antisémitisme dans lequel vous avez baigné. Vous avez eu beaucoup de réactions suite à cette tribune. Nous allons en parler ici et je vous remercie pour votre présence. C'est tout un symbole, Sophie Audugé. Ce moment-là, en ce moment même, avant la minute de silence, tout à l'heure à 14h, au lycée Gambetta, en particulier là où il a lieu cet assassinat terroriste de Dominique Bernard, eh bien, ce moment devait être consacré au dialogue, à l'écoute, à la conversation entre professeurs, tout le corps, j'allais dire, des enseignants avec les élèves. Et c'est une alerte à la bombe qui a fait évacuer l'établissement et qui empêche aussi ce moment. Tout un symbole, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de s'exprimer sur cette... Pardon. Je savais que ça serait difficile. Je pense qu'on est submergé par de tristesse. La première, celle qui nous donne envie de penser à Dominique Bernard et à sa famille. Et puis la tristesse empreinte de colère, qui considère que ce drame aurait pu être évité, que beaucoup ont prévenu, qu'on a croulé sous les rapports qui disaient que ça arriverait et que Samuel Paty est mort une deuxième fois vendredi. Évidemment. Moi, j'ai passé un week-end comme beaucoup avec un sentiment de nausée très profond. J'estime que Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur, de même que M. Darmanin et puis M. Attal. Je pense qu'il devait s'excuser de vendredi. Il devait demander pardon à la France, pardon aux enseignants, de ne pas avoir fait en sorte que ce qui était arrivé à Samuel Paty il y a 3 ans ne se reproduise pas, de ne pas avoir apporté une protection judiciaire à Samuel Paty entre le 6 octobre et le 16 octobre, d'avoir laissé entendre que peut-être dans ce moment-là, dans sa classe, il avait fait une erreur alors qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Je crains qu'on fasse croire aujourd'hui que Dominique Bernard est mort parce qu'il était enseignant, mais pas parce qu'il avait fait dans sa classe. Ce qui serait un 3e assassinat de Samuel Paty. J'ai peur aujourd'hui que les enseignants, les syndicats d'enseignants, les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Alors que des gens ici, notamment, déjà en 2017, en 2014, annonçait ce que l'État islamique disait, à savoir qu'il demandait aux musulmans de France de préférer des assassins indépendants plutôt qu'à la force, cibler la force militaire, que dans ces assassins devaient cibler les professeurs, les enseignants, notamment les enseignants d'histoire qui enseignaient la laïcité. Sophie Audugé, je vous laisse, c'est beaucoup d'émotions. Hein. D'abord, c'est une émotion que l'on partage tous. On entend votre message. Vous allez avoir l'occasion tout au long de ces 2 heures d'abord d'en parler avec tous les invités. Alors, j'entends ce que vous dites. On va en parler. Responsabilité, on va tout de suite aller sur ce débat. Responsabilité, mais responsabilité collective. Qui peut promettre aujourd'hui ? Qui peut dire aujourd'hui ? Et on va écouter... On a retrouvé, c'était pas très difficile, c'était il y a peu de temps, il y a 3 ans, Arthur de Vatrigan et vous tous, ce qu'a dit Emmanuel Macron après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Écoutons-le, le président de la République, il y a 3 ans.
J'ai vu des enseignants... Ce soir, je n'aurai pas de mots pour bouleversés. évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical, qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. C'était il y a 3 ans. 3 ans après, quasiment jour pour jour, tombe Dominique Bernard sous les assauts du terrorisme islamiste. Arthur de Vatrigan, c'est vrai qu'il est compliqué à la fois de faire porter l'entière responsabilité sur nos gouvernants parce que le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, il faut avoir le courage pour certains de le dire. Et en même temps, nous allons lister les failles, ou en tous les cas les incompréhensions autour de ce qui s'est passé. Évidemment que le risque zéro n'existe pas. Mais je refuse de dire que c'est un échec collectif et que c'est notre faillite. C'est leur échec, c'est leur faillite. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Une phrase de Gérald Darmanin ce week-end qui est très symbolique, c'est « Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national parce que la loi empêche de les expulser ». Il a fait quoi pendant 6 ans ? Une loi, ça ne change pas. Un parlement, ça sert à quoi ? Un président, ça sert à quoi ? Ils parlent tous, mais ils sont pour les uns coupables. Il y a des associations qui ont été coupables parce qu'elles ont importé des terroristes sur notre sol. Il y a des associations qui sont coupables parce qu'elles ont empêché nos futurs bourreaux de faire expulser. Il y a des partis politiques qui sont coupables parce qu'ils ont encouragé à des fins idéologiques et encore pire, électoralistes, cette idéologie barbare sur notre sol qu'ils ont fait prospérer. Et il y a des complices, tous ceux qui sont passés au pouvoir depuis des décennies, de droite comme de gauche, qui aujourd'hui sortent en disant oui, mais finalement on savait ce qu'il fallait faire, alors qu'ils ont passé leur temps à ostraciser et à traiter de paria tous ceux qui justement parlaient de ce basculement civilisationnel, de ce risque de conflit et pas de guerre civile, parce qu'à partir du moment où ils ne se considèrent pas comme français, c'est pas une guerre civile, mais ce conflit civilisationnel qui se termine par des morts français, leur lâcheté à tous, mais vraiment à tous, de droite comme de gauche, se paye au prix du sang. Et malheureusement, encore une fois, il n'y a pas eu d'après Charlie, il n'y a pas eu d'après Bataclan, il n'y a pas eu d'après Samuel Paty, il n'y aura pas d'après Dominique Bernard, tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Ils en sont incapables et je demande évidemment qu'ils doivent tous démissionner, Gérald Darmanin en premier, non pas parce qu'ils sont... Mais là, vous n'allez pas demander la démission d'un gouvernement totalement. Mais vous venez de dire que les uns et les autres sont responsables. Qui voulez-vous à la tête de l'État ? Il y en a qui n'ont pas été encore au pouvoir, pardon. Il y en a qui oui, mais alors ça, on va laisser ça aux urnes, non la démocratie. L'honneur et la honte, s'ils en étaient un peu pourvus, ferait que, déjà, je suis d'accord avec vous, ils s'excuseraient, ce qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y a jamais de mea culpa. C'est jamais de leur faute. Ils parlent mais ne font rien. Et si on peut démissionner, surtout non pas pour calmer la colère ou non pas pour se punir, mais parce qu'ils ne peuvent pas sauver ce qui reste encore à sauver. Écoutez, au-delà des démissions, je voudrais qu'on écoute les mots aussi de Gabriel Attal, dont on peut faire beaucoup de reproches, mais en tous les cas, depuis qu'il est arrivé à ce ministère, et vous-même, Sophie Audéger, vous avez salué malgré tout son action. Écoutons-le, même si les professeurs sont en danger, qu'ils se sentent vulnérables, que l'école n'est pas un sanctuaire, il veut croire qu'elle est encore debout, cette école. Écoutons-le. J'ai vu des enseignants bouleversés, mais debout. Des enseignants inquiets parfois, mais debout. Ils demandent plus de sécurité physique évidemment, de sécurité intellectuelle aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école, pour qu'on se sente toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Est-ce que ces mots, est-ce qu'ils sont encore audibles aujourd'hui ? Disons qu'on est sous un tel choc, un tel... on a pris un coup de massue sur la tête. Et puis, il y a aussi, je comprends moi, les propos d'Arthur de Vatrigan de dire il y a un moment, il faut quand même que ces personnalités, il y a quand même, vous avez repassé le discours d'Emmanuel Macron, on a le même discours. Moi, je voudrais rajouter sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est le spécialiste des chiffres. À chaque fois, il nous sort un truc comme quoi ça a baissé un petit peu, etc. Je rappelle qu'au moment de l'affaire Samuel Paty, il avait annoncé qu'il y aurait 280 expulsions de radicaux qui étaient présents sur notre sol.
Anatole, où sont-ils? J'aimerais connaître aujourd'hui la réalité tangible. Et c'est pas la première fois. Il avait parlé aussi en prison. Aujourd'hui, on a 20% d'étrangers qui sont pas des binationaux, hein, des gens radicalisés et qui sont en prison. Il avait dit à un moment, à une autre époque, au moment de l'affaire des OQTF qui nous a pas mal agité, il avait promis aussi qu'il y aurait des expulsions. Et en réalité, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce ne sont que des mots. C'est-à-dire que c'est en fait. Il dit qu'il est empêché. Oui, mais alors, il dit qu'il a été empêché. On nous dit. Non, mais c'est intéressant. Prenons l'exemple de cet assaillant. Donc, il est passé à travers toutes les mailles du filet. En 2014, les associations telles que la CIMAD, le MRAP, d'autres, le Parti communiste, font pression pour que cette famille de radicalisés reste en France. L'assaillant, plus tard, il sera fiché S, suivi, contrôlé la veille de l'attaque. Je précise qu'il ne pouvait pas être expulsé car il était en France avant l'âge de 13 ans. Gérald Darmanin. Oui, mais attendez, les pressions de ces fameuses, la CIMAD, le Parti communiste, etc. Qui cède à ces pressions? Le gouvernement. Si le gouvernement a une volonté politique, la famille était prête d'embarquer pour Moscou, qui avait accepté de les récupérer. Ce sont ces associations qui ont fait capoter le processus, et le gouvernement s'est couché. Et c'est ça le problème. C'est que si on n'exécute pas s'il n'y a pas de menace véritable pour ces gens, mais ces gens, ils prennent la France comme c'est un Eldorado pour eux. Et ils y développent leur idéologie. Et ils la développent en famille. Puisqu'on voit bien que ces gens-là, il y a un frère qui est en prison pour radicalisation, pour propos éloge du terrorisme. On en a un qui est dehors et qui... Enfin, on a toute la famille. Et on a déjà eu cet exemple avec la famille Mera. Souvenez-vous, la mère était concernée, la sœur était concernée. Enfin bref, on a des foyers... Pieds et poings liés. Mais on est pieds et poings liés parce qu'on le veut bien. C'est ça le problème. Ça s'appelle la soumission. C'est la terrible force d'inertie des démocraties qui ont besoin d'avoir des drames épouvantables pour pouvoir bouger le petit doigt, parce qu'il y a une inertie totale des politiques publiques. Et là, effectivement, il y a une occasion pour Gérald Darmanin de démontrer que ce n'est pas que des paroles et des actes. C'est la loi immigration qui arrive en novembre. Là, il aura l'occasion de démontrer que ces discours n'étaient pas des vains discours. Une loi qui a été décalée, je ne sais combien de fois. Pour le moment, la loi immigration, je ne suis même pas sûre qu'en l'état, parce que lui, il dit qu'en l'état, elle aurait permis l'expulsion effectivement des fichiers S. Ce n'est même pas sûr que dans l'État, certains experts disent qu'elles permettent quoi que ce soit, parce qu'avec le droit européen, parce qu'avec les instances supranationales, ça ne changera véritablement rien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est passé un peu comme sur le discours sur l'immigration, du déni au fatalisme. C'est-à-dire qu'avant, on disait l'immigration de masse n'existe pas, de toute façon, c'est un fantasme d'extrême droite. Et maintenant, on nous dit de toute façon, on peut rien y faire parce qu'il y a une démographie africaine galopante et qu'on aura beau faire, on ne fera rien. Sur les attentats, c'est pareil. On minimisait... le terrorisme islamiste en disant c'était des loups solitaires, ça n'a rien à voir avec une menace profonde dans notre société, etc. Maintenant, on le nie un peu moins, quoi qu'il y en a certains sur le service public notamment qui continuent à le faire. Mais on dit, de toute façon, c'est l'impuissance, tout ça c'est du yaka faucon, de toute manière, il n'y a pas de risque zéro, on ne pourrait pas l'empêcher, etc. Donc voilà, on passe du déni au fatalisme, de ça n'existe pas, à, de toute façon on ne peut rien faire, et c'est terrible. Sauf que les Français, en quelques années, après tant de chocs, et au-delà, mais là je parle de chez nous, ce qui se passe en France, sont passés de la sidération à la colère. On a entendu la vôtre, Sophie Audugé. Omar Youssef Souleymane, je vous ai présenté comme poète, écrivain français d'origine syrienne. J'ai parlé de cette tribune dans Le Point qui a suscité beaucoup de réactions. On va y venir tout au long de cette émission où vous racontez en réalité plus qu'un environnement, j'allais dire presque un microcosme autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a une forme de cercle, quelque chose qui vous enserre et qui installe un antisémitisme, je ne vais pas dire ordinaire, mais en tous les cas presque viscéral. À l'aune de tout ce qu'on vient de dire, aujourd'hui c'est une journée d'hommage, il va y avoir une minute de silence, elle sera très surveillée cette minute de silence. Il y a 3 ans, il y a eu beaucoup d'incidents autour de la minute de silence en hommage à Samuel Paty. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Moi, je pense que c'est tellement surprenant qu'on n'a pas encore réagi. On doit attendre combien de drames pour réagir face aux islamistes, face aux terroristes. Vous savez, si on était en dehors, par exemple, si ce drame assassiné un prof, si cela est arrivé en Syrie, au Liban, en Égypte, tout de suite, l'assassin ou le terroriste sera expulsé. Oui, depuis des années. Je pense que, comme vous avez dit, je pense qu'on est un pays en démocratie, mais on souffre. C'est une démocratie qui souffre. Et les autres, il faut savoir très bien que les islamistes, ils profitent de cette situation. Ils savent très bien qu'ils sont en sécurité ici en France. Cet attentat ne pourrait jamais être produit en Égypte, par exemple, ou en Syrie, parce qu'ils savent que la punition est très ferme et très, très grave. Il faut savoir aussi que les islamistes, en assassinant, quand ils attaquent un prof, un enseignant de la République française, c'était pour
toucher le cœur, ou blesser le cœur de la France et la laïcité et la République française. Leur cible générale, je pense, en France, c'est de faire une guerre civile en France. On doit être très vigilant vis-à-vis ces types. Ils sont intelligents, ils sont bafous. Moi, ce qui me choque beaucoup, dans le média, on les traite souvent comme c'est un type fou qui a fait tel attentat. Ce n'est pas du tout le cas. Et encore une fois, je ne sais pas combien de temps, combien de drames on doit attendre pour réagir, faire un moment. Ce qui est tellement choquant, c'est que la majorité de ces assassins, de ces terroristes, sont déjà fichés S. Mais pourquoi ils sont libres? Franchement, je ne comprends pas. Fichier S, c'est le débat, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi ils ne sont pas surveillés? Pourquoi on attend lorsqu'ils font cet attentat? Pourquoi? Je peux rajouter quelque chose à propos des fiches S. Je rajoute que Gérald Darmanin a dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de faille. Oui, il n'y a pas de faille, mais qu'il ne peut pas les expulser. Ouais. C'est ce qu'il nous a dit et qu'il y en a 4000. Mais il a raison. D'ailleurs, on nous explique à longueur de temps que la fichier F, tous ces fichiers-là sont des outils simplement pour les services de renseignement et qui ne permettent pas en soi d'expulser des gens. Pourquoi? Parce que la loi ne nous permet pas. Mais parce que mais on ne peut pas changer la loi? On peut changer la loi. En tout cas, je pense que c'est ce que Gérald Darmanin... C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Regardez, pour protéger. On a quand même eu une époque en France, on a un peu oublié, mais souvenez-vous, pendant la guerre d'Algérie, vous aviez des campagnes d'attentats sur le sol français. Vous aviez l'OAS, vous aviez le FLN. À l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y ait la suspicion simplement d'appartenir... Parce que là, ce qu'on a vu hier, il y a un attentat qui a été déjoué. Souvenez-vous, l'attentat dont a parlé Emmanuel Macron pendant son discours. Il a dit il y a un attentat qui a été déjoué dans les Yvelines. La personne a été arrêtée à côté d'un lycée avec, dans son portable, des photos de décapitation, un couteau dans son sac, il est fiché S, il est radicalisé notoire, il va être condamné probablement simplement pour port de couteau. Je ne suis pas sûr qu'à ces époques dont je vous parle, l'OAS, le FLN, on prenait des gants pour finalement, il y avait la menace publique, il y avait un risque de guerre civile et de déstabilisation de la France. Donc je pense que les autorités gaullistes à l'époque agissaient et de façon assez musclée. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est ça le problème. On va en parler. Regardez, ce sont les images en direct qui nous viennent du lycée Gambetta à Arras. L'alerte à la bombe a été levée, le doute a été levé, pas d'explosifs, fort heureusement, n'ont été retrouvés. On va voir comment donc maintenant l'hommage va pouvoir se décliner dans ce lycée en particulier et évidemment dans tous les collèges de France. Je le rappelle, journée d'hommage. Enfin, il faut, même nous, pour certains mots, on a une forme de sidération. Deux professeurs aujourd'hui, deux hussards de la République, Dominique Bernard et Samuel Paty, quasiment jour pour jour à 3 ans d'intervalle. On va continuer à en parler avec vous tous. À tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Il est 12h30, merci d'être avec nous dans Midi News. Levée de doute autour du lycée Gambetta à Arras après l'alerte à la bombe et l'évacuation de l'établissement. On va continuer à en parler aussi de ce constat d'impuissance. Est-ce qu'il y a une forme de non-assistance à personnel, à enseignants et à professeurs en danger de la part de l'État? Et tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël. Il n'y a ni cessez-le-feu, ni entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Déclaration du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué ce matin. De son côté, le Hamas nie également l'entrée en vigueur d'un éventuel cessez-le-feu entre les deux camps. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Proche-Orient. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël selon l'État hébreu, en majorité des civils. 2670 Palestiniens sont également morts à Gaza selon les autorités locales. Pour Joe Biden, l'occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur. Interrogé hier sur la chaîne CBS, le président américain a ajouté que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien, tout en assurant qu'éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire. A-t-on les moyens de protéger les professeurs en France? A-t-on les moyens de protéger les Français juifs? A-t-on les moyens de faire en sorte que les enseignants ne s'autocensurent pas? A-t-on les moyens aussi de savoir que pas un euro ne va dans la poche du Hamas pour financer leurs attaques terroristes? A-t-on les moyens? Et la liste est infinie. Malheureusement, en posant la question, on a une partie de la réponse. Et a-t-on les moyens d'avoir aussi sur notre sol certaines associations qui ont maintenu la famille de l'assassin de Dominique Bernard sur notre sol? Regardez ce sujet édifiant de Sandra Chiambo qui s'arrête sur ces associations dont le MRAP, qui à l'époque ont fait pression sur des politiques et sur des élus. Regardez.
Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est une association française non gouvernementale. Créée en 1949, elle est née d'une alliance entre d'anciens résistants et déportés. Agréée comme association nationale d'éducation populaire, le MRAP est doté du statut consultatif auprès de l'ONU. Il est également membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Composée essentiellement de comités locaux, son action s'exerce en partie en faveur des immigrés, de Français d'origine étrangère ou encore d'homosexuels. Selon les statuts du MRAP, les recettes annuelles de l'association nationale se composent en partie des ressources créées à titre exceptionnel, des cotisations et souscriptions de ses membres, des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ou encore du produit des rétributions perçues pour services rendus. Tant qu'on aura des associations comme celle-là, Eugénie Bastier, tant qu'elles pourront faire parfois la loi et la pression sur des élus de la République, est-ce qu'on a les moyens de se protéger ? J'entendais d'ailleurs Emmanuel Macron, je voyais Emmanuel Macron rendre hommage notamment ce week-end à la Grande Marche des Beurs et à SOS Racisme, parce que c'était l'anniversaire. Pourquoi pas faire hommage à cette marche, mais quand on sait que ces associations, notamment SOS Racisme et ses dérivés que sont le MRAP, ont aujourd'hui une action en effet mortifère pour notre République parce qu'elles empêchent elles font entrave à la sécurité publique avec une vision dérivée de l'antiracisme qui consiste non pas à lutter efficacement contre le racisme mais à protéger des délinquants ou des terroristes en puissance. Et ça, effectivement, ils ont une responsabilité, ces associations. Et je voudrais dire un mot aussi peut-être sur les syndicats enseignants parce que moi j'ai un immense respect pour les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui être professeur en France, c'est une mission, c'est une vocation et j'admire vraiment les professeurs. Mais certains syndicats enseignants, ils ont aussi une responsabilité. Moi, quand je vois que ces syndicats enseignants avaient appelé à la grève et au droit de retrait pour le Covid parce qu'ils estimaient que les professeurs n'étaient pas assez en sécurité dans les écoles, mais qu'aujourd'hui, on les entend pas appeler à la grève, par exemple, quand il y a des professeurs qui sont menacés physiquement et de disparition, tués par leurs propres élèves. Il y a quand même peut-être aussi un défaut de vigilance, en tout cas de prise en compte du problème. Et je pense que Madame pourra témoigner d'un autre son de cloche sur ce sujet, évidemment. Mais je pense que. Mais la liste on devrait les entendre plus fortement. Vous avez la liste, je ne sais pas si c'est des complicités, mais des lâchetés, des renoncements, elle est malheureusement quasiment infinie dans notre pays. Sophie Audugé, on a entendu votre émotion en prenant la parole tout à l'heure en début de cette émission. Moi, je vais vous dire ma crainte parce que nous avons des professeurs extrêmement courageux. Mais à un moment, quand la menace va continuer, elle est aussi prégnante. Moi, je me demande si certains ne vont pas dire, écoutez, il y a une clause. Est-ce qu'on peut de retrait parce que notre intégrité physique n'est plus. Enfin, on n'est pas protégé et je ne vois pas pourquoi des professeurs, je l'espère et je leur remercie d'aller enseigner et d'être là pour nos enfants, mais je me demande si au péril de leur vie, certains vont se dire on ne peut plus tout simplement. Alors bon, déjà, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont démissionné, évidemment. Quand certains n'ont pas carrément été exfiltrés par les services départementaux de la protection parce qu'ils avaient tenu des propos sur des enseignements qu'on leur demandait de faire, que ce soit sur la reproduction, des choses comme ça, ils ont été menacés. Je suis absolument d'accord avec vous, je pense qu'on ne peut pas voir ce problème-là et puis se masquer à une autre partie du problème, c'est le délitement de l'école française, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ces gens-là ils prennent leurs responsabilités, et notamment les syndicats d'enseignants, qui, sur des motifs politiques, ont pris des positions qui, aujourd'hui, ont fait que ces personnes-là et ces discussions-là ont lieu dans l'école. Quand Samuel Paty a été assassiné, dans les 10 jours qui ont précédé son assassinat, une partie non négligeable de son équipe ne l'a pas soutenu. Non négligeable. Il ne faut pas refaire l'histoire et il faut arrêter le déni de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'école est gangrénée par la politique, que la politique dirige l'école et non pas le savoir, et que des guerres qui devraient se faire à l'extérieur de l'école, que ce soit la guerre des idées, mais aujourd'hui, la guerre des armes, elle se fait dans l'école. Et c'est pour ça qu'on a des enseignants qui tombent aujourd'hui. C'est-à-dire que, que les politiciens traitent de ces questions-là, il n'y a pas de problème. Qu'Emmanuel Macron aille en parler avec tous les représentants des cultes, du culte musulman, du culte juif en France, et qui se mettent d'accord en disant on est bien d'accord, les enfants de France qui sont de confession de vos religions, ils vont recevoir tel enseignement, est-ce que vous êtes bien d'accord? Qu'ils aillent le faire entre eux, qu'ils aillent le faire entre adultes, mais qu'ils ne prennent pas en otage ni les profs, ni les enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande à des profs à la fois d'aller présenter des travaux d'histoire, où on a une histoire que revisiter, et qu'en parallèle, on leur demande de présenter l'idéologie du genre,
Je veux dire, aux mêmes enfants, on s'attend quoi? Je veux dire, on s'attend à quoi, en fait? Ils savent, ces gens-là, que quand on est musulman, eh bien, l'homosexualité est un délit et que l'idéologie du genre aussi. Comment ils font quand ils envoient leur professeur inculquer ça à des enfants qui rentrent à la maison après? Qui prend la responsabilité, là? Il est là, le en même temps. Donc que ces gens-là, cette guerre des idées, ils les fassent à l'extérieur des écoles, parce qu'aujourd'hui, elle est carrément dans l'école. Ce discours que vous tenez, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas dans l'exécutif, on ne l'entend pas porté par un ministre. Les seules choses qu'on a entendues, et c'est ça qui fait mal et qui inquiète, et je vous interroge, moi j'ai entendu le ministre de l'Éducation, dont par ailleurs on peut louer certaines actions, mais dire, alors la sécurité, les portiques, etc., etc. Mais vous pouvez faire d'une école Fort Knox, si l'assassin ou le terroriste, malheureusement l'assaillant, est à l'intérieur parce que c'est un élève ou un ancien élève, comment vous pouvez vous prémunir contre ça? Omar Youssef Souleymane, j'ai beaucoup de réactions par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous avez posé la question qu'on a envie de tous poser. Mais pourquoi? Pourquoi il était encore en France? En fait, vous l'avez posé tout simplement. Au-delà de la sécurité, de force, etc., je vous rejoins, évidemment. Je pense qu'on doit lutter. On doit faire un combat largement fort contre l'esprit séparatiste de la France. Durant plusieurs ateliers d'écriture que j'ai animés, surtout dans la banlieue parisienne et ailleurs, je croisais pas mal de profs vivant dans la peur de trouver le destin de Samuel Paty, la peur de certains parents des élèves d'origine musulmane, la peur d'inviter un sexologue qui donnait des cours de sexologie dans les écoles de l'État français, parce que dans ces familles musulmanes, parler de sexe avant le mariage est interdit. C'est-à-dire, la laïcité ne domine pas la religion. Parfois, dans certains établissements, il faut le dire, au bout d'un moment, c'est la religion qui domine la laïcité. Je pense que c'est hyper dangereux. Et c'est ça la source de la radicalisation qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que le début de la solution, ce n'est pas juste la sécurité ou la force, etc. C'est intéressant. Mais je pense être sur place, aller dans ces établissements scolaires, aller dans ces quartiers séparés de la République française et remplacer le discours radical mené par des imams par le discours laïque. Vous avez raison, vous le dites aujourd'hui et vous le dites courageusement comme vous l'avez fait il y a quelques années, mais depuis des années, tous ceux qui l'ont dit, l'ont dénoncé. Vous faites partie de ceux qui sont sur ce plateau. Georges Bensoussan, que nous avons reçu dimanche, ont été extrême droitisés, nazifiés, fascisés, etc. Non, mais ce qui est terrible, rappelons-nous qu'en 2015, il y a eu un débat après les attentats du 13 novembre sur la déchéance de nationalité des terroristes et que c'est la gauche morale qui l'a emporté dans ce débat en imposant à François Hollande de reculer sur la déchéance de nationalité des terroristes. La déchéance de nationalité des terroristes. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, on se pose la question de l'expulsion. Là, on se posait juste la question de la déchéance de nationalité. C'est vous montrer la puissance du déni. Aujourd'hui, je pense que si Emmanuel Macron proposait la déchéance de nationalité des terroristes, tout le monde la voterait et tout le monde serait d'accord. On dirait que ça ne servira pas à grand-chose, mais on la voterait. Ça ne servira pas à grand-chose, mais ça serait voté. Évidemment. Ça veut dire qu'il faut des ruisseaux de sang pour qu'on change d'avis dans ce pays sur ces sujets et qu'on arrête de diaboliser certaines positions. Mais c'est quoi? Mais c'est la puissance de quoi? De l'emprise d'un système, d'une idéologie, du gauchisme culturel, de tout qui a gangréné un système politique et médiatique qui a empêché pendant des années, même la droite. Enfin, si je dis même la droite, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont les discours les plus fermes ont eu la main qui tremble quand ils étaient au pouvoir. Oui, bien sûr. Et puis même la question sur l'expulsion de mineurs étant arrivée, ça a été pris sous Sarkozy. Hein. C'est pas donc uniquement la gauche qui est responsable. Non, je crois que le corps éducatif, alors pas tous, mais est quand même gangréné par une idéologie de gauche, on va dire, mais qui continue, bec et ongle, à ne pas percevoir le danger. Par exemple, prenons cette famille d'origine ingouche qu'on sait radicalisée, qui a demandé plusieurs fois, auprès de l'OPRA une naturalisation. La naturalisation ensuite est passée en appel. À chaque fois, elle a été refusée. Et finalement, on continue à considérer, on a des vieilles matrices. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là ont été expulsés de Russie parce qu'ils étaient menacés, et ils l'étaient peut-être à l'époque, à cause des guerres de Tchétchénie ou de ce qui s'en est passé. Et on continue à voir et c'est la même chose avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui bloque systématiquement, parce que ça a été fait à une autre époque, à une époque où on avait une vocation d'accueillir, on avait une vocation, la France c'était la patrie des droits de l'homme, etc., etc. Aujourd'hui, ces gens-là restent hermétiques
à l'évolution de la société, à la radicalisation du monde. On a l'impression que ces 40 ans de djihadisme, parce que ça date pas d'hier, c'est 40 ans de djihadisme. Ça commence, on va dire, avec l'affaire de la mosquée en Arabie Saoudite. C'est surtout ensuite l'invasion russe de l'Afghanistan. C'est là où il y a vraiment une internationale djihadiste qui se crée. Et ça remonte au début des années 80. Donc, même plus de 40 ans. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, par rapport à ça, on n'a pas évolué. Et quand arrive, et la question des migrants est criante aussi à ce niveau-là, c'est on ne voit dans la personne qui arrive chez nous qu'une victime qui cherche à être abritée, qui cherche à vivre et qui est forcément fatalement innocente. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est comme ça que les terroristes en profitent. Je veux dire, les théoriciens Al-Souri, tous les théoriciens de l'État islamique l'ont dit. L'Europe était qualifiée de ventre mou. Ils disaient attaquer l'Europe parce que vous n'aurez pas de prise. N'allez pas vous attaquer aux États-Unis, c'est trop compliqué. Attaquez-vous à l'Europe. Ils sont très clairs depuis plus que 100 ans, depuis la chute de l'Empire ottoman, c'est refaire le califat islamique, y compris en Europe. Attaquer l'Europe, faire l'État islamique ici, ils sont très clairs, ils le disent, mais nous, malheureusement, on n'est pas encore, je pense, à la hauteur à comprendre leur idéologie très dangereuse, et je pense c'est le moment de réagir, tout simplement. On s'arrêtera sur votre tribune tout à l'heure dans le magazine du Point. Je voudrais qu'on fasse un point maintenant sur l'enquête. L'enquête avec vous, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, avec plusieurs, on va dire plus d'une dizaine de gardes à vue. Alors, pour quel résultat d'étape, Sandra ? Alors pour l'instant, donc ces gardes à vue sont encore en cours. 2 avaient été levés assez rapidement. C'était les 2 individus de nationalité biélorusse qui avaient été vus en compagnie du suspect la veille de l'attentat. C'était au moment du contrôle par les agents de la DGSI. Ils ont été relâchés. Il reste parmi la dizaine de personnes encore en garde à vue, 3 personnes qui paraissent encore essentielles à l'enquête et à la détermination de la préparation de cet attentat. Il y a le frère aîné, notamment donc du suspect, condamné cette année pour apologie du terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes pour le projet d'attentat qui devait viser des policiers près de l'Élysée. Le père, lui, de l'individu n'est pas en garde à vue pour la bonne raison qu'il est probablement en Géorgie. Vous savez qu'il avait été expulsé en 2018, mais il a une présence assez importante dans cette enquête parce que, selon les premiers éléments, donc on sait qu'il était radicalisé, acquis à l'islam radical depuis 2014, mais surtout il avait une forte influence rigoriste sur ses fils et notamment sur le suspect actuellement aussi en garde à vue. Et puis la troisième personne qui est intéressante, c'est ce détenu d'une prison dans l'Allier, lui-même condamné dans une affaire de terroriste et qui était en contact avec le suspect les jours précédant l'attaque. Et on sait que cet homme, il a déjà dans le passé, depuis la prison où il est incarcéré, tenté de pousser des individus à commettre des attentats. Donc ça fait partie des questions que les enquêteurs se posent. Est-ce que le frère, le père ou le détenu de l'Allier ont poussé le suspect à faire cet attentat, ce qui n'obérera pas du tout de sa responsabilité à lui? Est-ce qu'il savait ce qu'il allait préparer? Est-ce qu'il y a eu un rôle dans la commission des faits? On avait parlé aussi ce week-end de l'impact qu'avait pu avoir le conflit israélo-palestinien dans le passage à l'acte, dans le déclenchement du passage à l'acte. Une source proche du dossier m'a expliqué hier que c'était... Il en a parlé, effectivement, le suspect les jours précédents, mais ce n'était pas son dossier. Donc, il faut vraiment rester prudent sur un éventuel lien entre le conflit israélo-palestinien et la décision de passer à l'acte. Je vous vois tous... sidérés. Alors là, ce sont des éléments... Gérald Darmanin, il a fait le lien. Il a évoqué Non, le il lien. a dit sans doute. Oui, mais il aurait pu nous en Et c'est parler. un politique. On vous parle de ce qui se passe au niveau policier. C'est censé être le mieux informé de France. Oui, mais Emmanuel Macron a aussi parlé d'une tentative d'attentat déjoué sur Limay, vous savez, et au final, c'était pas du tout un attentat. En tous les cas, voilà ce que nous savons à l'heure actuelle. Je vous remercie, Sandra. Je voudrais qu'on évoque aussi une prise de réaction. On a beaucoup dit que les stars, les people, entre guillemets, les footballeurs, etc., ne réagissent pas. Eh bien, parfois, ils réagissent et cela entraîne un flot, justement, de réactions, voire de surréactions. Regardez la réaction sur les réseaux sociaux de Karim Benzema. On va la voir s'afficher. Karim Benzema, qui est maintenant en Arabie Saoudite. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injures qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est la réaction qu'il n'a pas eue il y a quelques jours pour dénoncer aussi les massacres des civils israéliens. Pas un mot, pas un seul mot.
Écoutons la réaction, et vous allez me dire ce que vous en pensez ce matin lors de la grande interview de Nadine Morano à ce sujet. Il a choisi son camp. En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément de propagande du Hamas. Parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël physiquement, mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques internationales. Agent de propagande du Hamas. Bien sûr, parce que les seules victimes, les responsables des victimes à Gaza, c'est le Hamas. Karim Benzema, agent de propagande du Hamas, qu'en pensez-vous? Il n'a pas eu de mots non plus pour Dominique Bernard, alors qu'il est citoyen français. Voilà. Il y a les deux choses. Alors après, il n'est pas à son premier coup, malheureusement, Karim Benzema. Il a un passif qui ne plaide pas en sa faveur. Je vous rappelle qu'en 2020, après l'hommage du président Emmanuel Macron à Samuel Paty, il avait liké, comme on dit affreusement aujourd'hui, un message d'un champion du monde de MMA russe qui avait, je le cite, écrit « Puisse le Tout-Puissant défigurer le visage de cette bête et de tous ses partisans qui, sous la bannière de la liberté d'expression, offensent les sentiments de plus d'1,5 milliard de fidèles musulmans. Que le Tout-Puissant les humilie dans cette vie et dans la suivante. Allah est prompt à savoir, vous le verrez. » Il n'était pas le seul. Il y a également un autre joueur de football qui s'est fait connaître il n'y a pas longtemps pour avoir relayé une vidéo dégueulasse, pardon pour les termes, Attal de Nice, qui avait également liké ça, et d'autres joueurs de l'équipe de France également. C'est Nice qui a fini par s'excuser après la polémique. Je me dis, est-ce qu'il suffit de s'excuser d'avoir relayé la vidéo d'un prédicateur palestinien appelant quand même à la violence contre les juifs? Le foot est communautarisé. De toute, le football est communautarisé. Que Benzema, il n'y a pas un seul joueur de football qui a condamné l'attaque du Hamas contre Israël. Il n'y a pas eu un mot, pas un message. Non, si, Didier Deschamps, le sélectionneur. Oui, qui n'est pas un joueur, qui est d'une autre génération. Qui a fait un petit peu, qui a fait le service que d'autres ne voulaient pas faire, sans doute. Alors, je vais juste préciser que sur Khabib, qui est donc le champion de MMA, il répondait plutôt, dans son tweet, il répondait au fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'on continuerait en France à publier des caricatures. Ouais. C'était pas strictement sur l'assassinat de Samuel Paty, mais c'était lié. À la suite de l'hommage du président Samuel Paty, il avait dit on va continuer. Et lui répond ça. Voilà. Et les joueurs de Karim Benzema sur les caricatures. Oui, bien sûr, sur les caricatures, mais on sait pourquoi Samuel Paty a été assassiné. Et aussi, il y a d'autres joueurs de l'équipe de France qui, à l'époque, avaient liké, et d'autres sportifs également. On sait que le foot est communautarisé. Malheureusement, même des rapports du Sénat disent qu'il est islamisé. Il y a beaucoup de témoignages de clubs amateurs et professionnels qui l'affirment. Karim Benzema a une grande communauté. Alors là, aujourd'hui, il est parti vivre en Arabie Saoudite en expliquant lui-même que là-bas, il est dans le vrai. Très bien pour lui. Au moins, il est cohérent comparé à d'autres Français qui vivent encore sur le sol français. Peut-être pourra-t-il penser à sa citoyenneté. Non, mais juste sur en fait, il n'est pas possible de compatir universellement pour toutes les victimes du monde. Donc il y a forcément un choix communautaire. Simplement, là, les choses sont davantage clarifiées. C'est-à-dire, c'est un choix d'identification communautaire. Il réagit comme s'il était un chèque saoudien. D'ailleurs, le slogan du 2 poids 2 mesures et du double standard, il est sans cesse instrumentalisé contre l'Occident, parce que tout le Sud global, tous les pays en fait arabo-musulmans ne cessent d'avoir ce discours sur le 2 poids 2 mesures. Vous vous indignez pour les morts israéliens, pas pour les morts palestiniens. Sauf que, pardon, mais il n'y a que les Occidentaux qui affichent une empathie universelle, qui disent, il n'y a que les Occidentaux pour dire nous compatissons à la fois, certains Occidentaux, pas tous, mais à la fois pour les morts de Gaza et pour les morts du Hamas. Je rectifie quand même, ça n'existe pas dans d'autres pays du monde. Le Maroc a été beaucoup plus nuancé et a quand même condamné. Ça, c'était aussi une. Mais il sera considéré comme une position qui est considérée comme traître par beaucoup de pays arabo-musulmans. Omar Youssef Selouane, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est honteux d'être solidaire avec un seul côté et pas avec les deux. Parce qu'on sait trop bien que les Israéliens et les Palestiniens, ils ont tous des enfants. Et il y a beaucoup de civils des deux côtés, beaucoup de victimes qui sont pour rien dans ce drame. Et je tiens à préciser que par rapport à l'Arabie Saoudite, par exemple, personnellement, j'ai vécu 3 ans et demi quand j'étais adolescent, où les profs disaient qu'il faut donner des dons, il faut faire des dons pour tuer un juif afin de sauver un musulman. Ça, c'est un discours idéologique horrible qui domine le Proche-Orient. Et ce n'est pas la faute des habitants au Proche-Orient. Et parfois même, il domine les musulmans habitant ailleurs, dans le monde occidental. Et je pense que la source de cette idéologie, d'ailleurs, la chaîne Al Jazeera, elle diffuse jusqu'à aujourd'hui en boucle des reportages qui manipulent une génération. Nous, on était manipulés. Notre projet à l'époque, c'est de faire des attentats aux États-Unis pour protéger le peuple palestinien contre l'idéologie
l'idéologie des Juifs à l'époque, ou aller en Afghanistan pour faire le djihad, pour protéger les musulmans. Pour Hamas, c'est un mouvement terroriste sa source idéologique qui a été créée en 87 par les frères musulmans. Et le projet, encore une fois, des frères musulmans, c'est de faire un État islamique. C'est-à-dire Hamas, leur cible ou leur projet final, ce n'est pas juste d'attaquer Israël, mais faire un État islamique total au Proche-Orient. Encore une fois, pour Benzima ou pour les autres, condamner Israël ou condamner Hamas, il faut vraiment d'abord, avant tout, être solidaire avec les deux. On ne peut pas dire qu'évidemment, on a des victimes aujourd'hui à Gaza, mais il faut condamner la faute d'avoir ces enfants en train de mourir, où il y a plus d'eau, il y a plus d'électricité. Je suis d'accord avec vous, mais vous entendez aujourd'hui qu'il y a malheureusement une comparaison des bilans, une forme de concurrence des mortifères aujourd'hui en mettant les bilans et ça va. Mais personne ne peut compatir. Pardonnez-moi, on va juste écouter, nous sommes en direct, Marion Maréchal qui s'exprime à l'instant et elle est dans le square Samuel Paty. On nous avait promis un avant et un après Samuel Paty. Comme on nous avait promis un avant et un après Bataclan, un avant et après Nice, et je ne saurais même plus d'ailleurs vous citer tous les exemples des avant et des après discours martiaux qu'on nous avait annoncés. Et j'aurais aimé que le gouvernement se penche, au-delà bien sûr de la question migratoire qui reste centrale et décisive, sur la question aujourd'hui des ramifications islamistes dans notre pays. Et je pense notamment au courant des frères musulmans, auquel appartient le Hamas, je vous le rappelle, qui a sévi ces derniers jours en Israël. Frères musulmans qui sont aujourd'hui les interlocuteurs privilégiés du ministère et du gouvernement. Monsieur Gérald Darmanin lui-même en 2022 allant visiter une de ces mosquées fréristes, puisqu'il s'exprime notamment à travers l'Association des musulmans de France, ex-UOIF, qui sont bien installés dans notre pays, qui ont de très nombreuses ramifications, qu'il s'agisse de clubs sportifs, d'associations culturelles, d'accompagnement socio-économique ou même de mosquées. Donc peut-être faudrait-il aussi à un moment donné s'attaquer à la racine du mal, remettre à plat l'ensemble de ces financements, de ces ramifications, faire comme en Autriche, c'est-à-dire interdire ce courant des frères musulmans, toute détention et diffusion de leur support et de leur idéologie. Et peut-être, enfin, après cela, pourrions-nous commencer à avoir un minimum de responsabilité et de cohérence de la part du gouvernement et pas seulement des énièmes déclarations intempestives qui ne mènent jamais à rien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. D'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Vous avez entendu Éric Zemmour qui est, en tous les cas, il a dit qu'il en avait assez. Marion Maréchal qui dénonce aussi les énièmes à chaque fois déclarations et puis posture, si je puis dire, du gouvernement. On va continuer à en parler avec vous tous. Sandra Buisson, vous restez avec nous aussi sur les conditions de la non-expulsion de cet assaillant. Beaucoup de questions à soulever. Nous irons également sur le front, tout près de Gaza, avec nos reporters, Régine Delfour, Stéphanie Rouquier, et puis évidemment les soldats qui se préparent et attendent de recevoir l'ordre pour l'offensive terrestre. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Midi News, la suite dans 1 heure à 14h. Ce sera la minute de silence qui sera observée dans les établissements scolaires de France après l'assassinat terroriste de Dominique Bernard. Je vous le rappelle, 3 ans, jour pour jour, après la déflagration, le choc autour de Samuel Paty. Gabriel Attal a réaffirmé sa fermeté par rapport aux incidents qui pourraient avoir lieu lors de cette minute d'hommage. Il sera aussi beaucoup question, évidemment, de la peur, de ce poison, de la peur autour des professeurs. Ce matin, il y a eu une évacuation au lycée Gambetta à Arras. Il y a eu levé du doute, fort heureusement, mais on imagine évidemment le sentiment très, très singulier de toute cette communauté. On va en parler. Et puis nous irons également sur le front auprès de Gaza. Nos journalistes sur place, Régine Delfour, Stéphanie Rouquier, elles vont nous raconter les préparatifs. Vous allez voir comment tout ça est en train de se mettre en place avec de plus en plus, et je ferai réagir nos invités, 2 pays qui, tout en apportant un soutien plein à Israël, lui demandent aussi de respecter le droit international. Et tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, Mickaël. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le collège-lycée de Dominique Bernard, l'enseignant assassiné vendredi à Arras, a été évacué ce matin après une alerte à la bombe. Une alerte faisant suite à un message reçu sur Internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. Plusieurs dizaines d'élèves, d'enseignants et de personnels ont alors quitté la cité scolaire Gambetta. Gabriel Attal, ce matin, qui a affiché sa solidarité et sa fermeté avec les professeurs 3 jours après l'assassinat au couteau de ce professeur dans ce lycée d'Arras. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. J'ai vu des enseignants bouleversés, mais debout. Des enseignants inquiets parfois, mais debout.
Ils demandent plus de sécurité physique évidemment, de sécurité intellectuelle aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école. On se sent toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Ah oui, c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Le professeur d'histoire Samuel Paty était décapité à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Dans le village d'origine du professeur, à Éragny-sur-Oise, tous seraient morts. Cette date tragique, je vous propose de regarder ce sujet d'Alice Chabot et d'Adrien Spiteri. Ce livre ouvert géant, symbole de la liberté d'expression, est le monument hommage à Samuel Paty. 3 ans après son assassinat à Conflans-Sainte-Honorine, les habitants de la ville restent marqués. C'est tout simplement l'horreur de terminer sa vie comme ça, sans avoir rien fait de répréhensible. Pour lui rendre hommage, une cérémonie était organisée hier à Éragny-sur-Oise, ville d'origine du professeur. Au pied du monument aux morts, des gerbes sont déposées, puis la Marseillaise est reprise en chœur, avant 1 minute de silence. Pour ces participants, cette présence était nécessaire. C'est quand même quelqu'un qui était important en tant que professeur et il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Pour témoigner de la solidarité face à cet acte de barbarie. Des personnalités politiques comme le maire de la ville où Valérie Pécresse était présente à la cérémonie, qui a pris cette année une résonance particulière après l'attaque commise à Arras vendredi. Le plus jamais ça qu'on avait prononcé maintes fois ici à Éragny il y a 3 ans, et ben ce plus jamais ça ne s'est pas réalisé. Au total, près de 400 personnes ont participé à cet hommage. Et voilà Sonia, c'est la fin de ce journal. La suite des débats à présent et Midi News qui continue bien sûr avec vos invités. Et avec une journée d'hommage à 2 hussards de la République, Dominique Bernard et Samuel Paty. Nous étions tout à l'heure, et nous le saurons dans quelques instants, au lycée Gambetta à Arras, où il y a eu ce matin une alerte à la bombe. Le doute a été levé. Nous allons nous rendre à présent au lycée où enseignait Samuel Paty. Nous sommes à Conflans-Sainte-Honorine avec vous, Thomas Bonnet, où eh bien, la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale sont attendus dans quelques instants. Oui, Elisabeth Borne et Gabriel Attal qui sont donc attendus ici à Conflans-Sainte-Honorine, au collège du Bois-d'Aune pour cet hommage. Matignon indique que ce sera l'occasion pour la Première ministre de rappeler que les valeurs de la République doivent être protégées et que l'école est le meilleur rempart face à l'obscurantisme. Il y aura un temps d'échange avec l'équipe éducative et puis à 14h très précisément, il y aura donc une minute de silence qui sera observée par la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale, un moment de recueillement dans l'ensemble des établissements scolaires de France. D'ailleurs, à ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale indiquait hier qu'il ne tolérera aucune contestation, aucune provocation. Il promet même des sanctions disciplinaires et une saisine du procureur de la République en cas de signalement. Alors vous l'imaginez, ici à Conflans-Sainte-Honorine, l'émotion est encore vive. Une parent d'élève me faisait part de son émotion tout à l'heure, de la difficulté aussi de trouver les mots pour expliquer cette situation aux enfants les plus jeunes. Une ville donc toujours touchée par l'émotion. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, une autre cérémonie aura lieu en fin de journée. Elle sera présidée par le maire de la ville. Quant à la possibilité, un temps évoqué, de renommer le collège du Bois-d'Aune en collège Samuel Paty, c'est une possibilité qui est maintenant définitivement écartée. En revanche, un square de la commune pourrait prochainement porter le nom de ce prof d'histoire géo qui a été assassiné lors d'un attentat il y a maintenant 3 ans. Merci Thomas Bonnet. On sera avec vous lors de l'arrivée de la Première ministre et du ministre de l'Éducation nationale. Il est vrai que le fait que ce collège, que cet établissement ne soit pas renommé, baptisé Samuel Paty, on peut comprendre, je fais juste cette parenthèse, elle est importante Eugénie, la crainte des parents d'élèves, des enseignants aussi, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cela, mais quand même, c'est un symbole là qui ne bien prend sûr, pas son c'est sens. un des aveux de l'impuissance et des territoires perdus de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être un professeur dans certains territoires perdus de la République, il faut soit vous assumez un rôle de garderie, soit si vous voulez faire vraiment votre boulot, vous vous exposez à la mort. C'est ça la vérité. Et vous exposez au harcèlement par certains parents. C'est terrible, mais c'est terrible. Moi, pour en avoir parlé avec certains professeurs qui ont enseigné là-bas, la plupart renoncent
Ceux qui acceptent de continuer, ils renoncent à leur métier de professeur en réalité, parce qu'ils acceptent en fait de faire de l'animation culturelle et de pas vraiment transmettre ce pourquoi quelle est leur mission. Et je trouve que c'est absolument terrifiant. Il y avait 4 millions de personnes dans la rue pour Charlie Hebdo. On était une sorte de il y avait une manifestation géante en France, ça nous a saisi d'émotion. 8 ans après, Peggy disait, il y a pire qu'une âme perverse. C'est une âme habituée et on est en train de s'habituer, un peu comme aux États-Unis avec les fusillades massives. On est en train de s'habituer à une forme de peur quotidienne, de massacre au couteau. Et vraiment, c'est ça qui me terrifie, c'est la manière dont nous nous habituons collectivement à ces renoncements. On va faire des allers-retours entre ce qui se passe et il y a un lien, en tous les cas, évidemment, avec d'abord ces alertes à la bombe, fausses alertes qui se multiplient. Je rappelle qu'en quelques jours, il y a eu le château de Versailles, il y a eu le musée du Louvre, il y a eu la gare du Nord, il y a eu maintenant ce matin le lycée Gambetta. Et ce qui se passe sur le front en Israël, je ne perds pas de temps, pardonnez-moi, pour retrouver rapidement nos reporters qui sont parfois dans des situations délicates. Régine Delfour, Régine, vous êtes à Sderot. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville fantôme, Régine, là où vous vous trouvez ? Oui, Sonia, c'est une ville fantôme puisque la ville a été entièrement évacuée hier. Une grande partie de la population était déjà partie, avait été évacuée ces derniers jours. Mais hier, c'est l'autre partie de la population. On parle d'à peu près de 30 000 personnes. Parce qu'en fait, Sderot, il faut savoir que depuis le début, il y a eu près de 400 roquettes qui sont tombées sur Sderot. 160, plus de 200 ont été interceptées. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont tombés sur Sderot. Il y a eu beaucoup de bâtiments détruits et on voulait vous montrer là. Vous voyez devant sur les images de Thibaut Marcheteau un terrain vague où vous ne voyez que des pierres. En fait, il faut imaginer que c'était le commissariat qui était là et samedi, il a été pris d'assaut par une dizaine de terroristes puisqu'à Sderot, il y avait 10 terroristes qui étaient là, qui ont pénétré dans le commissariat pendant plusieurs heures. Donc, il y a eu des combats de forte intensité avec ces policiers puisque l'armée a mis plus de 4 heures à arriver. Nous, on avait rencontré un habitant qui habitait juste à côté, qui était descendu, lui, avec un couteau pour essayer d'aider les policiers. Il est remonté chez lui et tous nous disaient, en fait, nous, on n'a plus peur des bombes, puisqu'on les roquettes, on les entend tout le temps, mais on a peur maintenant des terroristes. Là, on nous avait parlé d'un cessez-le-feu. En fait, il n'y a pas du tout de cessez-le-feu, Sonia. Ça tire en ce moment dans la région. On entend évidemment les coups de feu puisque nous sommes vraiment à même pas une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Et c'est la contre-offensive dont on parle sans arrêt. On ne sait pas évidemment quand est-ce qu'elle va intervenir. On sait que les militaires sont au plus près du pourtour de cette bande de Gaza et que de l'autre côté, évidemment, ils continuent à en lancer des roquettes, ce qui étonne aussi ici les Israéliens de savoir comment ils peuvent encore continuer à lancer des roquettes puisqu'il y a énormément de roquettes qui ont été tirées. Je vous remercie Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Sderot. On va continuer à en parler avec vous, Régis Le Sommier, avec évidemment tous nos invités. On revient sur l'enquête quand même avec vous, Sandra Bisson. Nous avons parlé de cette dizaine de personnes en garde à vue. Et puis il y a la question que l'on se pose tous et qui est devenue évidemment politique et qui est même polémique sur l'expulsion de cet assaillant. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec les derniers éléments ? On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'expulsion des différents membres de la famille. Donc 2014, vous le savez, cette tentative d'expulsion qui était en bonne voie, c'est-à-dire qu'ils avaient été interpellés, ils avaient été transférés au centre de rétention administrative, mais effectivement, à ce moment-là, le cabinet du ministre de l'Intérieur s'est aperçu que ça allait à l'encontre de la circulaire Valls et que donc il n'était pas possible de procéder à cette expulsion. En 2019, alors on sait qu'en 2018, le père de famille a réussi à être expulsé. On sait qu'actuellement, il est probablement en Géorgie. En 2019, l'assaillant lui-même devient majeur, donc il peut demander l'asile. L'OFPRA le lui refuse une première fois et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est rejeté également en 2022. Il n'aurait pas pu être expulsé à ce moment-là parce qu'il était sous cette protection exceptionnelle du fait qu'il était arrivé en France avant 13 ans. Il y a une exception à cette protection absolue si vous représentez un danger pour les intérêts fondamentaux de la nation. Mais à cette époque-là, il n'a pas de casier, il n'est pas connu des renseignements. Donc il ne représentait pas ce danger. Il n'est connu des renseignements que depuis fin juillet cette année.
fiché depuis le 2 octobre. Et quand bien même il était fiché au FSPRT, ça ne peut pas justifier en soi seul la levée de cette exception de l'arrivée avant 13 ans. On sait que, par exemple, cette année, il était connu seulement de la police pour avoir fait l'objet d'une garde à vue pour des suspicions de violence intrafamiliale. C'est-à-dire qu'il était suspecté d'avoir frappé sa mère. Donc ça, c'est une infraction de droit commun et ça ne relevait pas du danger pour la nation. Donc le père expulsé en 2018, le frère, lui, est en prison et notamment parce que la DGSI a fait un signalement article 40 au procureur sur l'apologie pour terrorisme. Ensuite, effectivement, ce frère a été impliqué dans ce projet d'attentat déjoué. Et puis ce qu'on a appris ce matin, c'est que les services ont aussi tenté d'expulser la mère de famille en 2021, mais qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de laissez-passer consulaire avec la Russie et depuis la guerre, donc ça complique les choses, mais les autorités assurent aujourd'hui qu'elles vont étudier la possibilité de réenvoyer vers la Russie. C'est vrai que ce parcours est assez sidérant de toute cette famille. Et quand on entend Régis Sommier ce matin, c'est l'instruction qui a été donnée par Gérald Darmanin au préfet. Et c'est Emmanuel Macron qui dit que l'État doit être impitoyable. Il appelle à passer au peigne fin ce fameux fichier et à s'intéresser en particulier à ces hommes tchétchènes, etc., qui sont quand même en nombre, en tous les cas, sur notre territoire. Je veux dire, la veille, c'est vrai que, et Sandra l'a expliqué, la veille, il a été contrôlé par les services de renseignement. Dans l'esprit du grand public, qu'est-ce que cela peut avoir comme écho, comme résonance ? Je crois que ce que Emmanuel Macron est obligé, quelque part, d'agir, et Gérald Darmanin ne peut plus se contenter de donner des chiffres et de dire « on va faire ». Là, il va falloir qu'il y ait réellement des expulsions. Alors, je ne sais pas comment cet appel du pied à la Russie va être transformé. Est-ce qu'il va y avoir des discussions et est-ce que ça va pouvoir aboutir ? En tout état de cause, je voulais revenir un petit peu sur les Tchétchènes, sur la question. Ils ne sont pas très très nombreux en France. Hein. C'est une communauté qui est à peu près environ 30 000 qui sont venus justement au début des années 2000, après les guerres de Tchétchénie, à une époque où ces militants, en tout cas de la cause tchétchène, s'étaient battus contre les Russes. Donc il y avait un droit humanitaire qui obligeait les États-Unis et la France, enfin en tout cas certains pays ont accepté ces militants tchétchènes. Donc ce sont des gens radicalisés, radicaux anti-russes à la base contre justement ce qui s'est passé contre les guerres de Tchétchénie. Mais il faut rappeler qu'il y a eu, chez les Tchétchènes, c'est souvent le soldat qui prend le couteau. Souvenez-vous donc de l'affaire Samuel Paty. Il y avait eu aussi l'affaire des deux frères Tsarnaev, les attentats au moment du marathon de Boston. C'est en 2014, je crois. Et donc, à chaque fois, on s'aperçoit que les Tchétchènes qui forment une communauté qui est extrêmement étroite, qui a des liens, ils sont extrêmement solidaires. Ils ont une part très importante dans le djihad. Et je rappellerai pour finir que dans l'État islamique, les Tchétchènes, il y avait 3 katibas, donc 3 groupes de combat constitués de Tchétchènes. C'était les soldats les plus durs, avec les Libyens, les Irakiens, mais c'était les meilleurs combattants de l'État islamique. Donc ces Tchétchènes-là, alors il y a la question de Kadyrov, mais on va pas en revenir là-dessus, mais en tout cas, Kadyrov, c'est un clan tchétchène qui a dominé tous les autres, avec l'aval de Poutine. Mais en tout cas, attention, la dangerosité, parce qu'ils résonnent aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur sont un peu des internationaux du djihad. Voilà. Et ils vont se déplacer et ils vont pouvoir agir. Et la façon dont c'est produit, on l'a oublié, on l'a pas rappelé, mais la mort de Samuel Paty, où d'ailleurs il y avait ce Tchétchène avait quand même été en contact avec un fameux comité de Cheikh Yassine. Donc il y avait déjà le nom du fondateur du Hamas qui était dans l'histoire. Mais en tout cas, ce Tchétchène n'avait aucun point commun avec Samuel Paty. Il s'agissait simplement de venger le prophète. Omar Youssef Soleiman, oui, allez-y, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais juste dire qu'ils sont tous liés, les djihadistes, soit de Hamas, soit... Il faut savoir aussi, dans les années 80, le djihadiste le plus connu au Tchétchène, c'est Khattab, il est saoudien. Oui, il vient de l'Arabie Saoudite pour faire le djihad contre l'Union soviétique. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais évidemment, ils sont liés, ils viennent ici pour se venger, on est d'accord. Mais juste commenter sur le système des demandes d'asile ici en France. Je suis arrivé en France en 2012. J'ai commandé l'asile politique en France. Et personne m'a demandé de la part de la préfecture, de l'OFPRA, m'a invité de faire un stage, par exemple, si sérieux, ou un test ou un examen pour être vraiment intégré dans ce que l'on appelle la République française, connaître la loi, la culture française, l'histoire française. Vous savez, j'ai obtenu la nationalité française l'année dernière, justement. C'était bien facile. Je suis allé à la préfecture. La première question de la part de l'employé, ce que je raconte dans ce livre,
de la préfecture, c'était pourquoi vous voulez être français. La dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité? C'est tout. La deuxième question, est-ce que donnez-moi 3 histoires, 3 dates qui vous ont marqué de l'histoire française? C'était des questions tellement simples, pourtant je me suis tellement préparé auparavant. Pourquoi je raconte tout ceci? Pour dire tout simplement qu'on a un problème malheureusement de l'intégration en France. On accueille ceux qui ne méritent pas d'être sur le territoire français, encore une fois, qui sont fichés S. On n'arrive pas à les renvoyer ailleurs. Et on a un système aussi qui tombe dans les mains parfois de l'extrême droite, qui veulent fermer les frontières complètement contre tous ceux et celles qui souhaitent être vraiment intégrés en France, qui sont amoureux à ce pays, qui sont engagés pour protéger la France. Donc on a un problème qu'il faut changer. C'est votre cas avec ce livre. Je l'appelle vraiment à la lecture de ce livre magnifique, Être français, voilà la France que j'aime, aux éditions Flammarion. On va continuer à en parler avec vous et vous tous. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit tout à l'heure Éric Zemmour, qui lui appelle peut-être à cette fermeture dont vous venez de parler, cette fermeture totale, et qui critique le gouvernement, qui critique une somme de lâcheté, de renoncement et de posture. Écoutons-le. Les policiers font bien leur travail. D'ailleurs, ils nous évitent énormément de catastrophes. Ce n'est pas le problème des policiers, ce n'est même pas le problème des services de déduction, c'est le problème politique. Nous avons un ministre et des ministres et un gouvernement qui nous met des portiques dans les écoles, mais qui laisse venir 500 000 étrangers tous les ans. Donc je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez. On arrête l'eau avec une petite... On vide l'eau avec une petite cuillère. C'est ridicule. Voilà, et à l'issue de la réunion sur la sécurité qui a lieu à l'Élysée, c'est le ministre de l'Intérieur, vous allez voir, qui va s'exprimer, vous allez voir le pupitre, qui va s'exprimer dans quelques instants. Peut-être Sandra Buisson répondra-t-il, ou en tous les cas apportera-t-il certaines précisions quand même. Et moi je vous pose de nouveau la question sur les renseignements qui ont quand même contrôlé l'assaillant la veille de l'assassinat terroriste. Oui, c'est intéressant d'expliquer ça parce que les gens peuvent se dire cet homme était radicalisé, il était suivi pour ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Eh bien parce que la radicalisation, être radicalisé, ça n'est pas une infraction, ce n'est pas un délit, vous ne pouvez pas être jugé parce que vous êtes radicalisé. Il aurait fallu que les renseignements recueillent des éléments, des preuves qui montrent que cet homme projetait de faire un attentat, qu'il en ait parlé à d'autres personnes, qu'il ait commencé à se renseigner sur, mettons, s'il avait envisagé de faire exploser quelque chose, comment fabriquer des explosifs. Là, on sait que depuis fin juillet, il est surveillé au niveau supérieur, c'est-à-dire que les renseignements territoriaux ont passé la main à la DGSI parce que justement, ils ont vu qu'il discutait avec son frère et son père qui sont tous les deux extrêmement radicalisés. Ils l'ont contrôlé la veille justement parce que sur les écoutes qu'ils avaient, ils ne parlaient de rien, ça leur a semblé suspect. Ils l'ont donc contrôlé ce jeudi, ils n'avaient rien sur lui. Pourquoi ils l'ont contrôlé ? Alors, pour vérifier qu'il n'avait pas d'armes sur lui, ça c'était le cas, mais aussi pour infiltrer son téléphone. Couteau, pardonnez-moi d'être aussi basique, mais un couteau se trouve dans une cuisine que et c'est ce qui fait que c'est très difficile à détecter en amont parce que vous pouvez le prendre dans votre cuisine. Je vais juste terminer. Oui. Et ce contrôle leur a permis, non pas de mettre un mouchoir, mais d'infiltrer, quand ils ont manipulé son téléphone, d'infiltrer ses conversations cryptées. C'est-à-dire de voir si, dans ces conversations cryptées qu'il ne pouvait pas avoir sur les écoutes téléphoniques, il parlait avec son frère, son père ou le détenu, d'un passage à l'acte. Et dans ce qu'ils ont eu accès, il n'y avait rien qui permette légalement de l'interpeller. Mais est-ce que ce sachant, pardonnez-moi, mais c'est le b.a.-ba du terroriste, ce sachant donc contrôlé, il a agi au plus vite. Alors, je ne pense pas que les agents de la DGSI s'identifient comme tels quand ils font un contrôle comme ça, mais quand bien même, ça voudrait dire qu'il ne faut plus contrôler quelqu'un dont vous avez des soupçons éventuellement de préparation de quelque chose. Donc il faut attendre que la radicalisation se matérialise par un débat. Non mais justement, c'est pour ça que c'est tout le débat sur l'expulsion des étrangers fichés S. C'est-à-dire qu'on considère effectivement, on ne peut pas faire de l'emprisonnement préventif, et c'est notre droit et c'est notre état de droit. Il y a un faisceau d'indices. Oui, mais à un moment, il y a un contexte, un environnement. C'était d'ailleurs tout le débat, vous savez, sur le visionnage des vidéos djihadistes en 2015. On a voulu faire une loi en pénalisant, en rendant délictuel le visionnage de vidéos djihadistes. On a considéré que c'était pas délictuel parce que il n'y avait pas de passage à l'acte et que c'était une intention, on ne pouvait pas déterminer l'intention. Très bien, mais là on parle d'étrangers fichés S. Donc là la question, le débat il est sur l'expulsion. Est-ce qu'on considère que c'est, non pas on ne met pas les gens en prison, mais que quelqu'un qui ne respecte pas nos valeurs et qui est clandestinement sur notre territoire parce qu'il n'a pas la citoyenneté française, est-ce qu'il mérite de rester sur le territoire? Là, il me semble qu'on peut avoir un débat politique et on peut trancher, on peut faire des lois qui facilitent ces expulsions, parce que là, on ne parle pas de mettre en prison, on parle d'expulser effectivement des radicalisés qui n'ont pas la nationalité française. Je crois qu'il y a une méconnaissance totale peut-être de ce que c'est la radicalisation.
Parce qu'on a l'air de ne pas considérer déjà que c'est un fait grave. Mais on puisqu'on attend d'avoir une preuve d'un passage à l'acte. Mais être radicalisé il n'a pas de papier non plus, vous voyez. Ça, ce qui est étonnant. Le fichier S, il n'a pas de papier. Il vit ici clandestinement. Alors pourquoi elle n'est pas arrêtée? C'est ça ce qui m'étonne. Surtout, moi je voudrais rappeler une chose. Souvent, quand on parle des frères musulmans par rapport aux wahhabites, justement, à l'idéologie de Daesh et qui est aussi au pouvoir en Arabie Saoudite, on a l'impression que c'est une version qui serait plus cool, qui serait plus... En réalité, l'idéologie des frères musulmans, dès le départ, elle est née d'ailleurs à Ismaïlia, sur les berges du Nil en Égypte. C'est un prédicateur qui s'appelait Hassan Banna qui l'a théorisé dans les années 30. Au départ, il s'est inspiré directement du programme des Hitlerjugend en Allemagne. Voilà. C'est une idéologie. Il y avait les chemises kaki, c'était des scouts frères musulmans qui défilaient au pas de loi dans les rues du Caire. Donc c'est pas du tout une idéologie qui serait une forme d'islam politique. Alors, c'est l'islam politique, mais un islam politique modéré, etc. La différence avec les wahhabites, c'est que les frères musulmans agissent par entrisme. Ils viennent souvent, le Hamas l'a fait à Gaza, suppléer à des carences vis-à-vis de populations et s'incruster, et ils s'adaptent énormément. Et c'est leur discours. Alors, le délit de séjour irrégulier. Non mais ça peut aussi aider. Oui, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, vous êtes étranger, vous êtes... C'est sous François Hollande. Oui, qui a supprimé le délit de séjour irrégulier et qui a constitutionnalisé l'aide aussi aux clandestins. Je voudrais juste rappeler une chose. Le problème, vous permettez que vous le rappeliez juste après la pause. Avec plaisir. Non, mais je m'excuse parce que comme on attend la prise de parole de Jardin, on marque une courte pause et on se retrouve avec vous et tous nos invités, évidemment. Merci Arthur, à tout de suite. Prise de parole dans quelques instants du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va voir s'il y a de nouvelles annonces, précisions après l'assassinat terroriste de Dominique Bernard. Je vous rappelle que c'est une journée d'hommage pour 2 hussards de la République, Dominique Bernard et Samuel Paty. On va en parler. Tout d'abord les titres avec vous, Mickaël. 10 personnes en garde à vue après l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard, vendredi à Arras. Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour Emmanuel Macron, l'école restera un sanctuaire et un rempart contre l'obscurantisme. Le chef de l'État s'est exprimé sur le réseau social X et a ajouté que l'assassinat de Dominique Bernard faisait tragiquement écho à celui de Samuel Paty il y a 3 ans, jour pour jour. Et puis l'homme radicalisé et interpellé vendredi à Limay sera jugé aujourd'hui. Âgé de 24 ans et fiché S, il a été arrêté en possession d'un couteau. Déféré hier, il sera jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Versailles. Merci à vous, Mickaël. Dans quelques instants, avec Régis Le Sommier, on sera sur le front pour savoir ce qui est en train de se passer avec cette offensive déjà imminente depuis quelques jours. Mais là, ça se précise vraiment. Omar Youssef Soleiman, avec vous, on va parler de cette tribune que vous avez publiée dans Le Point, intitulée « J'ai grandi dans la haine des Juifs ». Sandra Buisson, on va poursuivre le récit, en tous les cas, l'évocation des derniers éléments de l'enquête. Avec vous, Sophie Dugier, on va parler de la responsabilité de certains à l'école qui n'est plus un sanctuaire, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de politiques. Nous sommes avec Eugénie Bastier, auteure de La dictature des ressentis et qui dénonce aussi depuis longtemps, on le sait Eugénie, cette prise en otage idéologique en France, politico-médiatique aussi, avec cet islamo-gauchisme qui s'est répandu. Même chose pour vous, Arthur de Vatrigan, vous vouliez insister avant la pause sur certaines responsabilités politiques. Lesquelles ? Des responsabilités politiques au niveau local. Il y a eu des compromissions, mais il y a aussi pas que des compromissions, des lâchetés ou un manque comment dire... Quand j'ai vu une vidéo que vous avez diffusée, là, d'hommage à Samuel Paty, où je vois une présidente de région qui a raison de rendre hommage, mais je me rappelle qu'en 2015, au moment de l'Iftar, était avec l'Union des associations des musulmans de France de 93, dont le coprésident était Mohamed Eniche, qui ensuite était devenu le directeur de la mosquée de Pantin, qui avait diffusé la vidéo de Samuel Paty. Et donc en 2015, Madame Pécresse avait expliqué qu'il fallait éviter que monte ce fléau de l'islamophobie. Islamophobie, c'est pourquoi a été tué Samuel Paty et dont la vidéo a été relayée par M. Eniche qui était à l'époque avec Mme Pécresse. Je ne dis pas que Mme Pécresse, évidemment, est responsable de ça. Je dis simplement que beaucoup d'élus, ou pour des raisons électoralistes,
ont peut-être facilité la diffusion de cette idéologie-là. Je pense au maire de Aulnay-sous-Bois, par exemple, Bruno Meschiza, qui avait viré de sa directrice de la ville, qui s'était opposé à ce fameux encore Mohamed Eniche pour une histoire de voile, de mémoire. Bref, voilà, il y a eu beaucoup pour certains de la compromission, pour d'autres de la lâcheté, et malheureusement, ça fait prospérer sur tout le territoire cette idéologie qui fait qu'aujourd'hui, je pense, le bus qui était prévu pour Samuel Paty reste encore au garage et que l'école ne peut pas être renommée tout simplement parce que, comme l'a rappelé Eugénie, ces territoires ont été perdus et jamais reconquis. Sophie Audugé, je voudrais qu'on s'arrête avec vous parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand on avait pris la parole tout à l'heure à l'ouverture de cette émission. Vous savez, c'est pas une impression, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous connaissez bien le monde éducatif, à ces professeurs qui vont à l'école la boule au ventre, à ceux qui aiment leur métier et qui n'arrivent plus à l'exercer comme ils l'ont toujours aimé, sublimé, c'est-à-dire sans aucun tabou. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense que déjà, il ne faut pas leur dire que ce qu'ils voient n'est pas vrai. Il ne faut pas leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'autocensurent parce qu'ils s'autocensurent. Il ne faut pas nommer ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Il ne faut pas, l'année dernière, au moment de l'hommage à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, inviter les établissements à commémorer cet assassinat, ce qui a été fait par Pape Ndiaye. C'est invraisemblable, en fait. L'année dernière, seulement 60% des enseignants ont commémoré l'assassinat d'un des leurs. 60%, vous vous rendez compte? La réalité, elle est là. La réalité, c'est que ceux aujourd'hui qui nous disent, droit dans les yeux, qu'il ne faut pas avoir peur, que l'école est un sanctuaire, ce sont eux qui ont eu peur l'année dernière de commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Ce sont eux qui ont eu peur de nommer des établissements Samuel Paty. C'est ça la réalité. Donc effectivement que les professeurs sont autocensurés, mais évidemment. Enfin, je veux dire, comment ils pourraient en être autrement? Donc la première chose, c'est certainement pas de nous raconter n'importe quoi. Il faut assumer qu'on a mis pendant 1 an un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas eu le courage de défendre la laïcité à la française, parce qu'on fait le grand écart, on fait du en même temps entre une laïcité à l'américaine et puis, alors évidemment, aujourd'hui, le en même temps, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez progressiste pour les États-Unis et on l'est bien trop pour les musulmans islamistes, évidemment. Pour les islamistes. Voilà, non mais j'ai précisé, évidemment, les islamistes, parce que, et vous avez raison, moi j'étais encore tout le week-end, j'ai parlé avec énormément d'amis musulmans qui sont, mais atterrés de ce qui se passe. Atterrés de ce qui se passe. Oui. C'est triste quand même. Non, mais parce qu'en fait, en parlant de sujet, malheureusement, on est accusé, ça fait des années personnellement, comme quelqu'un dit d'origine migrante, il doit être le migrant en France pour une partie de ce qu'on appelle l'extrême gauche en France. Une fois que je parle de sujet, je suis accusé par être récupéré par l'extrême droite ou être raciste. Pourtant, l'islam n'est pas une race. C'est-à-dire qu'il y a une majorité silencieuse en France par rapport aux gens d'origine musulmane qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont pris en otage de la part de ces imams radicaux, ce discours idéologique. Donc, en parlant de ceci, c'est pour protéger ces gens. C'est pour ces gens, c'est pas contre eux. Et comme vous avez dit, je vous rejoins absolument. Vous savez, dans une école, une fois, pendant un atelier d'écriture dans une ville à côté de Paris, j'étais tellement choqué de voir un verset coranique écrit en arabe dans une classe de l'école française de la République. Quand on interdit la tenue, la baya, tout est lié, vous voyez, il faut tout dire. Bien sûr. Quand on interdit la baya, comme une tenue, est interdite dans des villes majoritairement, dans des pays majoritairement musulmans, en Syrie, au Liban, en Égypte, dans les écoles de l'État, la baya est interdite. Pourquoi elle doit être autorisée dans un pays comme la France, laïque? Oui. Il faut vraiment dire les choses que vous avez dites sans avoir peur. Et je voudrais rajouter que ces professeurs, une part non négligeable, est favorable au port de tenues religieuses à l'école, est favorable au port du voile des intervenants extérieurs dans l'école. Ce sont les enseignants qui ont répondu à cette enquête de décembre 2022. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la seule chose qu'on a à dire, et la seule chose qui rassemblera tous les enseignants et tous les parents, c'est de faire progresser les enfants, parce que les parents, quelle que soit leur confession, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt supérieur de leur enfant. Et vous avez entièrement raison. Et très concrètement, quand ils font face à l'enseignement et qu'ils doivent évidemment délivrer l'enseignement sur certains pans de l'histoire et sur la Shoah, comment on fait quand on a une classe ou certains éléments de la classe qui, comme vous, mais peut-être pas avec le même parcours ensuite que vous, la même manière d'appréhender aujourd'hui le monde, etc. C'est ce que vous dites, Omar Youssef Selmen, on grandit dans la haine des Juifs. Oui, justement, parce que cette phrase, elle est quand même lourde de sens. Au Proche-Orient, il faut le dire. Vous savez, ce conflit entre les Juifs et les Arabes, surtout au Proche-Orient, ça date beaucoup plus qu'avant qu'Israël.
pense que vous êtes d'accord avec ça, parce que vous êtes spécialiste. Donc, ça date des siècles et des siècles. Donc, quand on a grandi, par exemple, au Proche-Orient, le mot juif, c'est une insulte. Quand on dit quand quelqu'un voulait se défendre, en disant non, mais attends, je ne suis pas juif pour m'accuser de telle chose, etc. Dans le texte coranique et dans le hadith, le mot juif, c'est aussi, les juifs sont très, très, très mal traités. Évidemment, il faut mettre les choses dans leur contexte. Je pense et d'ailleurs, on confie beaucoup entre Israël et juifs. Dans le Coran, ils sont souvent nommés les fils d'Israël. Les Juifs. Donc, il faut faire vraiment un grand débat. Et aujourd'hui, heureusement, au Proche-Orient, on en parle. On parle de blues parce qu'il y en a marre. Vous savez, comme ce sujet, par exemple, les islamistes, la récupération des territoires par rapport aux radicaux, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs au Proche-Orient qui condamnent Hamas par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Parce que ça suffit, quoi. Vous savez, franchement, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, nous, on a beaucoup souffert. Les dictatoriaux arabes, ils se vendent par rapport à ce qu'ils appellent la résistance contre Israël, la liberté d'expression, l'état d'urgence, les crises économiques qu'on a beaucoup souffert au Proche-Orient jusqu'à aujourd'hui, qu'on souffre toujours, c'était toujours par rapport à ce qu'ils appellent la résistance contre Israël. Donc aujourd'hui, il y a pas mal des gens, surtout la nouvelle génération au Proche-Orient, qui ouvrent les yeux, qui disent que ça suffit. Nous voulions juste vivre. Vous avez raison. Mais j'ai envie de poser une question. Où sont les pays arabes par rapport aux Gazaouis depuis des années ? Où étaient-ils ? Aujourd'hui, l'Égypte et El-Sisi dit non mais attendez, moi les réfugiés, je ne peux pas ouvrir et accueillir. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre l'opinion publique et les leaders. Évidemment. Ce qui est intéressant, alors là, on peut se référer, on en a beaucoup parlé, c'est les fameux accords d'Abraham qui avaient proposé un processus de paix, mais dont on se rend compte quand on regarde les détails que les Palestiniens, en fait, n'étaient absolument pas consultés dans cette histoire. Mais certains pays arabes ont trouvé une opportunité pour renouer des liens pour établir des liens, tout simplement, comme le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis avec Israël. Il y a eu une chose quand même assez intéressante, c'est que cette question palestinienne, parce que on va parler du fond, c'est quand même la vieille blessure, quoi. C'est la blessure antique des pays arabes, quelque part. Parce que quelque part, à chaque fois qu'il y a la question palestinienne qui revient, vous avez une opinion publique qui va... on est obligé de le reconnaître, fonctionner à l'unisson. Et c'est aujourd'hui ce qui pose le problème de la riposte israélienne sur Gaza. C'est-à-dire que quand vous avez en Jordanie, pays où, je le rappelle, près d'un tiers de la population est d'origine palestinienne, vous avez des mouvements, vous avez quand même eu l'armée qui s'est interposée. Un des fondateurs du Hamas, Khaled Meshal, avait appelé vendredi à une journée de la colère. L'armée s'est interposée pour que une partie de la rue arabe en Jordanie n'aille pas vers la frontière. Donc vous risquez d'avoir, et il va y avoir une question de proportion. Ce qui va se passer à Gaza va être crucial parce que la réaction dans tous ces pays, elle risque d'être incendiaire, elle risque d'être absolument irrationnelle, et il risque d'y avoir, et c'est là où le problème aujourd'hui des pays arabes... Le ministre de l'Intérieur arrive, pardonnez-moi Régis Sommier, on va écouter Gérald Darmanin après cette réunion sur la sécurité à l'Élysée. Le président de la République a donc présidé une réunion de sécurité, à la fois pour faire le point sur la menace terroriste, suite notamment à l'attentat d'Arras, et prendre des mesures pour protéger nos concitoyens. Je voudrais rappeler que depuis le 7 octobre, depuis le déclenchement des attaques terroristes contre Israël, désormais les ministères de l'Intérieur comptent 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, dont 27 étrangers. 11 de ces étrangers sont actuellement en centre de rétention administratif ou en prison, et j'ai donc demandé le retrait systématique des titres de séjour pour ceux qui étaient réguliers sur le territoire national. Nous avons eu également 2839 signalements à la plateforme Pharos, 237 transmissions à la justice, ce qui vient effectivement à démontrer que les difficultés, pour ne pas dire les passages à l'acte potentiel, sont repérés, traqués, et les personnes interpellées, je voudrais souligner que 102 interpellations en une semaine par les policiers, par les gendarmes dans ce cadre-là est tout à fait exceptionnel. Ce matin encore, la DGSI a procédé à 2 interpellations, l'une dans l'est de la France, l'autre dans le sud-ouest de la France, qui ont donné des résultats. On aura l'occasion sans doute pour la justice de communiquer sur le travail qu'a fait la DGSI, retrouvant de l'apologie du terrorisme, des armes et peut-être des passages à l'acte.
Je voudrais évidemment également revenir sur le travail que nous faisons collectivement contre les personnes radicalisées. Je veux ici vous rappeler que 902 fichiers FSPRT ont été expulsés du territoire national, que nous avons 6500 personnes en 2022 qui sont sous technique de renseignement, que les 43 attentats déjoués depuis 2017 ont fait comme concrètement attaque avec des apologies du terrorisme de plus de 1500 personnes qui ont été interpellées et présentées devant la justice dans le cadre de personnes qui pourraient passer à l'acte. Nous avons également, évidemment, sous l'autorité du président de la République, mis un certain nombre de points à l'ordre du jour. D'abord, bien évidemment, le suivi des personnes radicalisées sur le territoire national. Nous avons donc demandé à tous les préfets de la République de tenir demain des groupes de travail avec l'ensemble des ministères pour pouvoir repeigner, si j'ose dire, les personnes dangereuses, qu'elles soient régulièrement ou irrégulières sur le territoire national, pour procéder à leur expulsion immédiate ou à leur retrait de titre de séjour. Je présiderai moi-même demain une de ces réunions dans l'Oise. Je veux ici revenir sur les personnes qui sont inscrites au fichier du FSPRT. Donc je veux redire qu'il s'agit d'un fichier de renseignement qui n'est pas un fichier judiciaire et qui mêle des gens dangereux et des gens qui sont signalés comme étant en lien potentiel avec des personnes dangereuses et qui ne sont donc pas de la même nature. Sur les 20 120 inscrits qui existent au FSPRT, il y a des fiches actives et des fiches inactives, parfois depuis de très nombreuses années. Parmi les gens actifs sur ce fichier en lien avec l'islamisme radical, 5100 fiches actives sur 20 120 inscrits. Sur les 20 120 inscrits, il y a 1411 étrangers en situation irrégulière. Seulement 489 d'entre eux sont sur le territoire national. Il y a donc des gens qui sont dans le fichier FSPRT, qui sont étrangers, mais qui ne sont pas sur le territoire national parce qu'on a déjà procédé à leur expulsion ou parce que nous avons des informations, nous les avons mis dans le FSPRT pour les empêcher de rentrer sur le territoire national. Il y a donc 489 personnes étrangères, dangereuses, irrégulières sur le territoire national. 214 d'entre elles, sur les 489, sont en prison ou privées de liberté, notamment en hôpital psychiatrique. 82 sont assignés à résidence. Il y a donc quasiment 300 de ces 489 étrangers au fichier au FSPRT qui sont irréguliers, qui ne peuvent pas donc être expulsés du fait qu'ils sont notamment privés de leur liberté et qu'ils purgent pour une très grande partie d'entre eux une peine qui est souvent une longue peine de prison. Bien évidemment, avec les services du garde des Sceaux, nous procédons à l'expulsion systématique à la fin de leur peine de prison. Il y a donc 193 aujourd'hui étrangers en situation irrégulière ou que nous avons rendus irréguliers en retirant leur titre de séjour qui sont en attente d'expulsion. Et donc nous avons, alors qu'ils sont soit assignés à résidence, qui sont dans des centres de rétention administratifs, qui sont en contentieux avec la justice, nous avons donc décidé une nouvelle fois, d'où la réunion des préfets demain, de pouvoir regarder cas par cas tous ceux qui méritent en effet un travail encore plus efficace, si j'ose dire, dans les liens notamment avec la protection consulaire qu'ils peuvent avoir ou les demandes d'asile qu'ils ont pu formuler pour accélérer ces procédures et pour procéder à leur expulsion, comme nous l'avons fait pour les 922 expulsés depuis le début du premier quinquennat du président de la République. Nous avons également réfléchi à un certain nombre de mesures qui pourraient venir très concrètement augmenter la fermeté déjà très forte du projet de loi immigration. Nous avons également des réflexions autour de la technologie pour nos services de renseignement. Nous avons aussi travaillé à la sécurisation de nos établissements scolaires. 100 millions d'euros ont déjà été débloqués depuis 5 ans pour la protection des établissements scolaires, 100 millions d'euros de l'État, sans compter ce que font évidemment les communes, les départements ou les régions. Le ministre de l'Éducation nationale d'ailleurs a été chargé d'y travailler encore davantage. Et nous avons augmenté la posture de sentinelles, c'est-à-dire des militaires de sentinelles qui viennent aider les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans la lutte contre le terrorisme, puisque ce sont 7 000 militaires de l'opération Sentinelle qui sont désormais mobilisés.
Bonjour Monsieur le Ministre, Alexandre Peyroux de France 2. Le projet de loi immigration ne semble pas répondre à la situation de l'assaillant d'Arras. Est-ce que selon vous, il faut aller plus loin et modifier ce projet de loi? Par ailleurs, vous avez annoncé accélérer les procédures d'expulsion des Nord-Caucasiens radicalisés. Où est-ce qu'on en est? Et enfin, dans la circulaire que vous avez annoncée, dans la circulaire ce matin, vous avez annoncé expulser les personnes radicalisées en situation irrégulière et régulière. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pour les personnes en situation régulière? Merci. Alors, sur votre dernière question, il y a donc des étrangers en situation régulière, soit qu'elles ont un titre de séjour, soit qu'elles ont un asile sur le territoire de la République et qui sont inscrits au FSPRT, soit qu'ils sont dangereux pour la nation, soit qu'ils sont soupçonnés d'être en contact avec des personnes qui sont dangereuses pour la nation. Ce n'est pas évidemment de la même nature. On a donc demandé la demande du président de la République pour les statuts de réguliers qui sont dangereux, de faire retirer immédiatement leur titre de séjour ou leur protection asilaire pour les rendre irréguliers afin de procéder à leur expulsion. Nous ne pouvons expulser du territoire national que les personnes qui sont irrégulières sur le territoire national. Nous le faisons déjà beaucoup. Je ne reviendrai pas dans le détail, mais devant la difficulté, soit d'actualité au Proche-Orient, soit de la menace terroriste qui nous touche à la suite de l'annonce d'augmentation de la posture après Vigipirate, ce sera le cas du travail que feront les préfets demain dans les réunions que j'ai convoquées. Le deuxième sujet que vous évoquez, ce sont les étrangers qui sont fichés au FSPRT de nationalité russe, donc des Tchétchènes, mais pas simplement des Tchétchènes. À ma connaissance, il y a 59 personnes de nationalité russe actifs suivies par les services de renseignement. Une quarantaine sont en détention, et donc ne sont pas expulsables. Une vingtaine sont soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit du fait des relations que nous avons avec la Russie qui ont été interrompues depuis mars dernier du fait de la guerre en Ukraine, qui sont susceptibles d'être reprises dans l'échange avec la Russie. Je vais donc adresser à la demande du président de la République une liste de ces personnes qui ne sont pas en prison et que nous pouvons expulser aux autorités russes pour pouvoir obtenir effectivement l'expulsion du territoire national. Je rappelle que nous avions repris ces expulsions voilà un an et demi et qui nous avait permis d'éloigner de nombreux Tchétchènes, notamment dangereux, du territoire national. Troisièmement, vous évoquez la loi immigration. Je voudrais vous dire que si le texte immigration tel que nous l'avons proposé et adopté par la commission des lois du Sénat nous aurait permis de pouvoir obtenir la levée des protections du terroriste d'Arras qui, à l'époque, n'était pas considéré comme auteur terroriste. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous pouvons expulser du territoire national les personnes qui sont confondues de terrorisme en faisant fi ce qu'on appelle protection d'ordre public. En France, si vous êtes arrivé sur le territoire national avant l'âge de 13 ans, si vous êtes marié sur le territoire national avec une Française, si vous avez des enfants nés en France, il y a des protections que seule la loi française évoque très clairement dans la loi, qui vous empêchent de vous expulser, sauf si vous touchez aux intérêts fondamentaux de la nation, donc le terrorisme. Ce n'était pas le cas de cette personne, dont je rappelle qu'il n'avait pas de casier judiciaire, qui était suivi par les services de renseignement depuis moins de 3 mois, et pour lequel nous n'avions que des soupçons et aucune preuve d'être en lien avec une entreprise terroriste. Nous avons prévu dans le projet de loi, pour ce qui relève de la délinquance ou de non-valeur de la République, de pouvoir lever ces protections. Toutes les personnes qui sont arrivées avant l'âge de 13 ans sur le territoire national, par exemple, ou qui sont mariées en France ou qui ont des enfants en France, s'ils ont trafiqué de la drogue, s'ils ont attaqué un policier, s'ils ont été accusés de violences intrafamiliales, le texte de loi prévoit la levée de ces protections pour pouvoir obtenir leur expulsion. Ce monsieur qui est l'auteur de l'attentat terroriste a été un an mis en garde à vue parce qu'il avait manifestement frappé sa mère, qui a refusé d'ailleurs de porter plainte. Il y a donc une plainte qui a été classée sans suite par la justice. Et à l'époque, la préfecture du Pas-de-Calais avait demandé, conformément à la circulaire que j'avais envoyée au préfet en 2020 pour tout étranger auteur d'actes de délinquance, quel qu'il soit, d'obtenir leur expulsion, avait demandé si on pouvait expulser cette personne qui n'avait pas été condamnée, mais qui était accusée, mise en garde à vue dans le cadre d'une violence intrafamiliale contre sa mère. Le ministère de l'Intérieur avait donc répondu que ce n'était pas possible, puisque les violences intrafamiliales, surtout lorsque les gens ne sont pas condamnés, ne rentrent pas dans le cadre de la loi actuelle, notamment l'article 611. Ce que prévoit le projet de loi, c'est de lever
toutes les protections qui sont celles aujourd'hui d'ordre public pour toute personne, donc y compris pour les violences intrafamiliales, accusées, pas condamnées, qui nous aurait permis évidemment d'expulser cette personne. Après, il y avait évidemment la question du laissez-passer consulaire de la Russie, et il y avait évidemment une décision qui était susceptible de recours devant le juge, qui aurait pu infirmer la décision du ministère de l'Intérieur. Donc je veux redire que le projet de loi, notamment les articles autour de l'article 10 jusqu'à l'article 13, nous permettrait, c'est pour ça qu'il faut adopter cette loi désormais très vite, de pouvoir expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont protégées par ce qu'on appelle des réserves d'ordre public. Est-ce que cela veut dire, par ailleurs, que le projet de loi se suffit et qu'il n'y a pas des mesures plus fortes encore à imaginer dans la lutte contre la délinquance étrangère et singulièrement contre le terrorisme venant de gens qui ne sont pas nationaux? La réponse, bien évidemment, est non. On doit toujours pouvoir continuer à travailler plus fortement, avec beaucoup plus de fermeté encore contre les ennemis de la République au sens très large du terme. Et donc je veux dire que le président de la République m'a demandé de travailler de mesures complémentaires, donc des amendements que porterait le gouvernement, puisque le texte arrive le 6 novembre au Sénat, pour pouvoir tirer des conclusions extrêmement claires, notamment lorsque quelqu'un adhère à une idéologie radicale, qui nous permettrait sans doute d'expulser encore davantage de personnes, premièrement. Et deuxièmement, on va dire avec tous les partenaires du Sénat, singulièrement la majorité sénatoriale, que, comme je l'ai toujours dit, nous sommes extrêmement ouverts à des propositions de leur part qui rendraient encore plus ferme le texte pour lutter contre soit les délinquants étrangers, soit les gens qui sont suivis par les services de renseignement avec une dangerosité particulière et qui seraient étrangers. Bonjour Monsieur le Ministre, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Je rebondis simplement sur la question de mon confrère Alexandre Pérou. Dans la circulaire que vous avez fait passer au préfet, est-ce que le frère de l'assaillant, par exemple, pourrait faire partie des personnes expulsables? Et puis, je reviens également sur vos propos et ceux de la Première ministre vendredi soir et ce week-end. Vous avez évoqué le fait que la situation au Proche-Orient était un possible élément déclencheur de cet attentat terroriste à Arras. Est-ce que désormais, au vu des échanges et de vos renseignements, vous en avez la confirmation? Je vous remercie. Alors, ce n'est pas à moi de commenter l'enquête désormais judiciaire qui est confiée à la DGSI, mais sous l'autorité du parquet national antiterroriste. Et il aura l'occasion d'évoquer sans doute cela, j'imagine, dans les prochaines communications et suite des gardes à vue qui sont en ce moment même le fait du PNAT et de la DGSI. En revanche, sur le premier point, il est évident que l'on doit pouvoir continuer à expulser tout étranger délinquant et tout étranger en lien avec une entreprise terroriste. Ça dépend de quel frère vous parlez. Je rappelle que la DGSI, dans cette affaire, a fait son travail. Pour plusieurs raisons, je pourrais y revenir. D'abord, on a expulsé le père en 2018 parce qu'il était dans une idéologie radicale. Il est actuellement en dehors de France, contrairement à ce que j'ai pu entendre. On a mis en prison le frère, notamment le frère aîné, d'abord sur un article 40, c'est-à-dire une atteinte pour le code pénal, notamment sur apologie du terrorisme fait par la DGSI. Ensuite, grâce au fait qu'il soit en prison, on a pu notamment découvrir qu'il était en lien avec une entreprise terroriste qui devait toucher notamment l'Élysée. Il est évident que ce monsieur, si c'est du frère dont vous parlez, qui est actuellement en prison, à la fin de sa peine de prison, va connaître une expulsion dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Russie, à la fin de sa peine de prison, bien évidemment. Le garde des Sceaux a d'ailleurs mis en place un système qui nous permet de faire une liberté conditionnelle de personnes à la condition que nous expulsions directement cette personne. En gros, ne pas garder les gens en prison en France si on peut obtenir leur expulsion immédiate, sinon évidemment pas de liberté conditionnelle. Et puis troisièmement, pour revenir sur le travail qu'a fait la DGSI, nous n'avions pas sur l'auteur terroriste de signalement qui était de façon certaine en train de passer à l'acte. Je rappelle que depuis fin juillet, il était suivi par les services de renseignement, qu'il est désormais assez clair que les écoutes téléphoniques classiques, la ligne claire du téléphone, malgré les très nombreuses heures de conversation, n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait une quelconque menace, que sa géolocalisation n'a pas parlé. Et il y avait donc une question, et la question que viendra résoudre sans doute l'enquête, est-ce que le terroriste a utilisé des messageries cryptées, WhatsApp, Signal, Telegram, pour pouvoir fomenter son attentat s'il était prémédité. La DGSI n'a pas accès à cela. Il aurait fallu, pour qu'elle ait accès à cela, soit que les entreprises WhatsApp, Signal, Telegram permettent l'accès aux conversations. Vous savez que ce n'est pas permis par le droit français et c'est permis d'ailleurs dans aucun pays au monde à l'heure où nous parlons. Donc la question est de savoir comment nous discutons avec ces entreprises internationales pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de conversations, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas là.
soit d'obtenir une technique de renseignement très intrusive qui est le fait de prendre votre téléphone et de pouvoir, à votre insu, regarder ce qui se passe dans ce téléphone. C'était l'objet de ce qu'avait fait la DGSI la veille, puisque nous avons fait procéder à l'interpellation de cette personne la veille pour pouvoir constater, nous l'avions espéré, une infraction qui aurait permis évidemment de pouvoir obtenir le téléphone et de pouvoir suivre cette personne, notamment ses messageries cryptées. Il se trouve que lors de l'interpellation, aucune infraction n'a été constatée. Le droit français ne permet pas à la DGSI de récupérer le téléphone s'il n'y a pas d'infraction. Et nous avions un doute, en tout cas, que si la ligne claire ne parlait pas, si la géolocalisation ne parlait pas, il fallait regarder dans la messagerie cryptée. Aujourd'hui, les services de renseignement, et singulièrement la DGSI, ne peut pas regarder ces messageries cryptées dans le cadre de la loi actuelle. Il faut donc sans doute réfléchir, non pas dans la loi immigration, mais dans le cas d'évolution législative contre le terrorisme, à comment effectivement, plus rapidement, au moment où ces messageries cryptées sont utilisées par beaucoup de personnes, nous permettrait de pouvoir être encore plus efficaces pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà donc pour le point presse de Gérald Darmanin au sortir de la réunion sur la sécurité à l'Élysée. Alors, il y a quand même beaucoup d'éléments, c'est un peu kafkaïen. Je vais aller vite, Sandra Buisson, pour qu'on puisse donner des éléments à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des mesures nouvelles qui ont été annoncées en termes de sécurité par rapport à ces individus radicalisés? Et surtout, est-ce qu'on en sait plus sur le profil de l'assaillant? Alors sur le profil de l'assaillant, il n'y a pas énormément de choses nouvelles. Pour l'instant, on sait qu'effectivement, il était dans le viseur des renseignements qui étaient inquiets de ce qu'il pouvait envisager de faire. Et ce que vient d'expliquer Gérald Darmanin, c'est que d'ailleurs, ce qui les inquiétait, c'est que sur le téléphone en clair, c'est-à-dire sur la ligne classique, il n'y avait rien de suspicieux. Donc, ils ont provoqué ce contrôle la veille de l'attentat, donc le jeudi. Gérald Darmanin explique que il suspectait qu'effectivement, il discute de choses répréhensibles sur ces messageries cryptées. Pour ça, pour avoir accès au téléphone, il faut interpeller la personne et qu'elle soit soupçonnée d'une infraction. Or, en l'état, il n'y avait pas d'infraction, donc ils n'ont pas pu avoir accès à ces messageries cryptées. Bien, on va continuer à en parler, mais comme il est 13h59 précise, on s'apprête à évidemment vivre cette minute de silence, en particulier dans les établissements scolaires en France. Nous allons nous rendre à Conflans-Sainte-Honorine. Vous le voyez, la Première ministre est arrivée, également le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. C'est tout un symbole, évidemment, dans ce lycée également où Samuel Paty est tombé sous les coups de la barbarie islamiste. Nous serons également dans différents établissements. Et je vous rappelle que dans 30 secondes, eh bien, cette minute de silence sera observée. On peut ressentir, même si on ne le ressentira jamais assez, j'allais dire ce que peuvent vivre tous ces professeurs aujourd'hui qui pensent à ces deux figures, Dominique Bernard et Samuel Paty, à deux des leurs, à deux des nôtres. C'est toute la communauté, évidemment, qui est aujourd'hui, qui pense aux familles de M. Bernard et M. Paty avec beaucoup d'émotions. Vous me permettrez de penser également à la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, qui s'exprimera aussi devant le Parlement dans quelques jours. On va regarder ces images avec cette minute de silence. Samuel Paty,